Alors, comme nous sommes en France et que la France est le seul pays de l'Union européenne et le seul pays de l'OCDE aussi, où le mot sobriété est un mot qu'on utilise. Donc, on va commencer par un exercice. On va essayer de construire ensemble. Donc, si je vous dis sobriété, une dizaine de personnes pour dire qu'est-ce que sobriété évoque pour vous, mais en un seul mot. Je dis sobriété. Vous dites quoi? Un seul mot. Et lui va taper les mots. Économie? Oui. Qui a dit? Pardon, j'entends. Frugalité. Vivre avec moins. Réduire. Restriction. Frustration. Oui. Bonheur. Bon sens. Bonheur. Ralentir. Solution. Équilibre. Encore un ou deux mots. Pardon? Éviter les excès. Éviter les excès. C'est pas un seul mot, mais bon. On va le prendre et on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Simplicité. On va peut-être s'arrêter là. Et après, on va revenir sur vos mots. Vous sauvegardez, s'il vous plaît, comme ça, on ne les perd pas. Pour que vous-même, vous éliminiez et vous décidez qu'est-ce qu'on élimine, qu'est-ce qu'on garde parmi tous les mots qui ont été présentés. Pourquoi? Parce que en fait, quand j'avais été sélectionnée pour le rapport du GIEC en 2018, j'étais partie là-bas avec l'idée d'introduire le concept de sobriété dans le rapport du GIEC, parce qu'avant ça, j'avais travaillé pour l'Agence internationale de l'énergie, qui est en fait une agence très influente sur les politiques énergétiques au niveau des pays de l'OCDE et donc au niveau du monde. Et j'avais essayé d'introduire le terme sobriété, et ça a été une bataille. Mon chef étant un Américain, et il m'avait dit que ce mot-là ne peut pas passer parce que le ministère de l'énergie, l'équivalent de la transition chez nous, aux États-Unis, ne voulait pas que ce mot-là apparaisse dans un rapport de cette agence-là, qui est une agence en vérité qui fait des recommandations pour les pays de l'OCDE dans les États-Unis d'Amérique. Donc il a fallu se battre, ça a duré 6 mois cette bataille, sachant que pour que mon rapport passe à l'étape suivante, et je travaillais parce qu'à l'agence il y a des rapports très importants comme le World Energy Outlook que certains d'entre vous doivent connaître, et puis il y a des publications secondaires. Moi je travaillais sur une publication secondaire et je m'étais crue maligne en rentrant par un truc secondaire, personne n'allait me voir, et ben non, on m'avait vu, et donc du coup ça a duré 6 mois, et puis à un moment donné, j'ai eu un directeur, à ce moment-là, j'avais un directeur suédois, il comprenait pas trop de quoi je parlais, la Suède c'est très vert, mais c'est très tech, c'est de la verdure tech, quoi. Et donc, il comprenait pas trop de quoi je parlais, et puis il me fait, tu passes par ton boss, c'est la règle, c'est comme ça. À un moment donné, le Suédois est parti, on a eu un Français, qui n'est pas du tout, qui est plutôt du côté du pétrole, il a même été président de l'Institut français du pétrole, ou quelque chose comme ça. Et puis un jour, il me convoque dans son bureau, il me fait, Emina, je comprends pas, à ton niveau, tu sors toujours rien, qu'est-ce qui se passe? Parce que mon chef, donc en fait, mon chef était entre, parce qu'il y avait moi, mon chef, et puis le directeur. Le directeur, c'est le chef de mon chef. Et donc, il me dit, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Puis je lui dis, explique-moi le problème. Donc je lui explique. Je lui explique ce qu'est la sobriété. Je lui explique où il y avait blocage. Et il me fait, ah bon? Mais c'est du bon sens. Je me suis dit, bingo. Si quelqu'un qui travaille sur le pétrole, qui a fait toute sa carrière dans les énergies fossiles, peut comprendre que bingo, et la sobriété, eh ben, ça veut dire que ça doit être compréhensible par tout le monde. Il y a un blocage culturel quelque part. Et donc, le deal, c'est que j'ai fini ma publication avec mon directeur et pas avec mon chef. Donc, bien sûr, vous savez comment ça se passe quand on se retrouve dans des situations pareilles. Donc, ma relation avec mon chef, c'était une catastrophe. Donc, c'était impossible que je reste à l'agence après ça. Mais c'était un choix. J'avais le choix entre choisir de rester à l'agence, soit choisir de me battre pour le concept. Et je m'étais dit, je pense que c'est un combat qui vaut la peine parce que là, s'il y a un blocage culturel quelque part, alors que c'est un outil, c'est une solution pour la question énergétique et la question climatique, ça vaut le coup. Chose intéressante, c'est qu'après mon départ de l'agence, donc mon rapport est sorti, c'était la première fois que ça apparaissait dans un rapport international en 2013, mais c'est une publication secondaire à laquelle peu de gens prêtent. Donc c'était à moi de la ramener toujours en surface. Et puis mes collègues de l'AIE, une fois que je suis partie, le reste de la publication était bon. Il y avait juste ce concept-là dont on ne veut pas, quoi. Et du coup, ils ont repris la publication, mais ils ont supprimé le mot sobriété, ils l'ont noyé par un autre mot. Et là, je me suis dit, il faut passer par autre chose. Et cette autre chose, j'avais trouvé, c'était le GIEC. Donc, je suis allée au GIEC avec l'idée que je me battrais
parce que je savais que j'allais avoir l'opposition, encore la même opposition, mais je suis allée là-bas quand même très naïve, parce que je ne m'étais pas rendu compte que moi j'ai été nourrie à la question de la sobriété parce que ça a été amené en France quand j'étais en thèse par l'association Négawatt, et donc du coup j'avais pas trop regardé dans le détail. Est-ce qu'on avait fouiné pour comprendre ce que c'est? Et comme en France ça s'est diffusé, on l'a même dans la loi sur la transition énergétique, nous sommes le seul pays au monde à l'avoir dans la loi sur la transition énergétique. Donc, je suis allée naïvement au GIEC, je pensais que ça passerait comme une lettre à la poste. C'est passé comme une lettre à la poste dans mon groupe, qui était dans mon chapitre sur le bâtiment. Et puis, une fois qu'on est sorti du bâtiment, ça passait plus. Et là, la première chose qu'on nous demandait, c'est elle est où la définition de la sobriété? Donc, je regarde dans notre texte de loi, ok, tu me dis c'est dans la loi française, mais elle est où la définition? Il n'y a pas de définition. En France, on peut introduire des mots dans des textes de loi sans définition. Donc la première surprise, c'est pas le cas ailleurs. Donc là, moi j'ai eu, et je m'étais même pas rendu compte, même moi. Donc moi, quand j'avais travaillé sur le rapport de l'AIE, j'avais bricolé une définition à ma façon, mais ça s'appliquait principalement au bâtiment. Et puis là, le GIEC, c'est un endroit très intéressant parce qu'en fait, vous avez toutes les disciplines. D'un point de vue scientifique, c'est des débats très très intéressants. Et donc du coup, j'avais à côté, il y avait des gens qui n'avaient jamais entendu parler de ça, donc ils me demandaient ce que c'était. Ça, c'était la majorité. Puis il y avait des gens qui étaient opposés par principe. Bon, je vous dis pas de quelle nationalité, mais vous pouvez faire le lien avec mon expérience précédente. Et puis il y avait des gens qui voulaient, ah oui, mais c'est du bon sens. Et donc du coup, il a fallu rechercher dans la littérature scientifique, qu'est-ce que c'est que la sobriété? Eh bien, il n'y avait pas de définition. Donc, il a fallu en inventer une. Et c'est ce qu'on a fait. Et pour inventer, parce que dans le rapport du GIEC, en fait, il n'y a que les publications scientifiques publiées à une certaine date qui vont être considérées. Et donc, du coup, à la dernière minute, il y avait tout le temps un marchandage du style « la sobriété va disparaître ». Donc, la première bataille que j'avais gagnée, c'est que j'avais convaincu mes collègues dans mon chapitre de structurer notre chapitre comme la loi française, sobriété, efficacité renouvelable. Donc, tout le chapitre bâtiment était structuré comme ça. Et quand ceux qui faisaient le editing, ceux qui nous géraient au-dessus, sont revenus nous dire « vous enlevez le mot sobriété », c'était plus à moi de me battre. Il y avait 12 personnes qui allaient se battre pour la sobriété. J'étais plus toute seule, en fait. Et donc, il y avait d'autres personnes. Et pourquoi est-ce qu'on est revenu nous voir et on nous a dit qu'il fallait supprimer le mot sobriété? Parce que dans le processus des rapports du GIEC, en fait, on fait des drafts. Et les drafts, ils sont revus par des experts d'abord, puis après par les experts et les gouvernements. Mais le plus important, c'est que le résumé pour décideurs est revu par les gouvernements. Et quand on avait envoyé le résumé pour décideurs, et au début, personne n'avait trop prêté attention parmi les responsables à ce que je faisais dans mon coin sur la sobriété. Et donc, le mot sobriété apparaissait. En fait, notre chapitre, je crois que c'est 98 pages. De ces 98 pages, on a dû écrire 300 mots pour aller dans le résumé. Mais c'est moi, j'ai fait l'esclave, j'ai rédigé les 300 mots. Et donc, j'ai fait l'esclave parce que je voulais que le mot sobriété y soit. Parce que je savais que si j'y étais pas, il pourrait sauter. Et donc, quand on a envoyé le draft au gouvernement, le mot sobriété y était. Et là, on a reçu, c'est le mot pour lequel on a reçu le plus grand nombre de commentaires et négatifs de la part de 2 pays, parce qu'il y a eu un autre pays qui s'est joint au premier, mais en particulier d'un pays. Et ces pays-là, pendant les négociations, en général, ils sont très durs. Et ce qui compte pour ceux qui gèrent le processus du GIEC, à la fin des fins, c'est d'avoir le résumé pour décideurs approuvé. Puis, sinon, ça serait un échec. Et donc, du coup, on nous dit, ça saute du résumé pour décideurs, ça ne peut pas être là-bas. Et de toutes les façons, vous n'avez pas fourni la preuve scientifique de la définition. Parce qu'entre-temps, j'avais inventé cette définition-là avec d'autres collègues, mais je n'avais pas réussi à publier, parce qu'il fallait faire une publication scientifique, je n'avais pas réussi à faire ça. Et donc, on nous a dit non. Et à la dernière minute, parfois les étoiles s'alignent dans le bon sens. Et donc, du coup, à la dernière minute, quelqu'un qui gère un journal scientifique m'appelle pour me dire voilà, j'ai besoin que tu m'écrives un truc, est-ce que tu peux faire quelque chose rapidement? Et j'ai besoin que ça sorte pratiquement à la date du GIEC, à la date ultime du GIEC. Je dis je vais le faire à une condition, que tu le sortes vraiment à cette date-là, parce que sinon le concept saute et le chapitre. Et après, moi, je devais gérer quand même la pression de mes collègues qui me disaient ah mais t'as pas fait le boulot, t'as pas sorti la publication. Que j'ai toujours pas sorti d'ailleurs. Mais bon, entre-temps, j'ai eu un gamin, donc on peut pas tout faire. Hein. Et donc, et on arrive, la dernière minute, en fait,
on nous a dit, ça saute, ça ne peut pas être là-bas. J'ai même eu donc notre président de notre groupe, à un moment donné, il faut savoir que toute la littérature sur la sobriété, comme ça n'existe pas ailleurs, elle est en français, parce que c'est en France que ça a été développé le plus. Et puis, elle n'est pas nécessairement dans ce qu'on appelle la littérature scientifique, c'est la littérature grise. Et ça passe moyen. Et puis, le GIEC, en principe, on peut utiliser la littérature qui vient de toutes les langues des Nations Unies. Donc, le français fait partie des langues des Nations Unies. C'est même une langue officielle des Nations Unies. Sauf que, on a perdu la bataille de la langue. Et si c'est pas écrit en anglais, il n'y a pas grand monde qui peut vous lire. Et à un moment donné, on m'a même dit, parce que heureusement qu'en parallèle, que moi j'essayais de batailler au GIEC, l'ADEME a lancé ses scénarios 2050 et l'ADEME a fait un énorme travail bibliographique. Bien sûr, tout est en français. Et donc, à un moment donné, j'envoie des références qui viennent de l'ADEME. Alors, eux, ils savent pas que l'ADEME a sous-traité. C'est des boîtes qui voient juste le logo de l'ADEME avec la Marianne. Et c'est la France, c'est le gouvernement français. Moi, j'ai pas expliqué notre bazar avec l'ADEME, entre ministères, etc. Donc, j'ai dit, voilà, c'est mon gouvernement. Et donc, à un moment donné, j'ai reçu comme réponse, moi, mon français est très scolaire, mais j'ai demandé à ma partenaire, elle a lu, et voici les questions que j'ai. Donc, je me suis retrouvée, en tant qu'autrice du GIEC, à répondre à une personne que je ne connais pas du tout, qui n'a rien à voir avec... c'est juste incroyable pour un concept. Mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est un concept qui demande la métamorphose de nos politiques, en fait, de notre façon de faire de la politique. Est-ce que vous pouvez... Ah, vous avez la définition. Alors, pourquoi on est arrivé à cette définition-là? Donc, finalement, on a débattu pendant 4 ans avec des gens qui étaient contre, des gens qui étaient pour. Et c'est toujours bien d'avoir des gens qui sont contre, hein, parce qu'en fait, les gens qui sont contre, ils développent des arguments. Donc, vous devez réfléchir de votre côté pour les contre-arguments. Donc, la sobriété s'articule autour de 4 concepts. Comme il n'y avait pas de définition avant dans la littérature, donc c'était un petit peu disparate, donc il fallait regrouper tout ça dans quelque chose de très court. Donc, autour de 4 piliers principaux. D'abord, ce sont des politiques, des mesures politiques et des pratiques du quotidien. Donc la sobriété, ce n'est pas le changement de comportement des individus, comme l'a compris notre gouvernement, comme on nous l'assigne tout le temps. Et quand on dit ça, ça veut dire en fait le retour du politique. Or, dans nos pays, et en particulier dans les pays plus néolibéraux que le nôtre, le politique, en fait, il n'existe plus, quoi. Il ne fait plus de la politique. Les politiques sont dictées par les corporates, par les compagnies. Et donc là, c'est le retour du politique. Et en fait, ce sont les politiques qui déclenchent les pratiques du quotidien. Et l'exemple le plus parlant qu'on a tous vécu un peu avant le Covid, mais surtout avec le Covid, c'est la transformation de nos villes partout dans le monde, presque partout dans le monde, suite au Covid, avec les pistes cyclables. Et puis les gens qui se sont mis, en fait, faire du vélo est devenu une norme sociale. Aujourd'hui, si vous vous rendez quelque part en voiture, que vous habitez une ville et qu'il y a des pistes de vélo, ça ferait plutôt moche, quoi. Mais il y a 25 ans, moi je sais qu'il y a 25 ans, j'étais étudiante à Paris, je prenais pas le vélo parce que j'avais peur. Je me souviens, il y avait Noël, ma mère, je l'appelais le cascadeur, il habitait pas très loin de chez moi, il était député, et je le voyais avec son vélo, le pauvre, pédaler. Toujours on l'applaudissait avec les copains parce que c'était vraiment un cascadeur. Aujourd'hui, on prend tous le vélo à Paris. Moi, je prends le vélo avec mon fils à l'arrière et j'ai moins peur. C'est pas encore parfait, c'est pas encore Copenhague, c'est pas encore Amsterdam, mais c'est beaucoup mieux qu'il y a 25 ans. Qu'est-ce qui a changé? C'est que entre-temps, la politique, enfin les politiques, les élus de Paris se sont mis à faire de la politique pour les citoyens parisiens. Dès qu'on avait eu de Bertrand Delanoë, dès son premier mandat, il a commencé à faire les premières pistes cyclables avec cette idée, c'est rendre la ville aux Parisiens en fait. Il y a plein d'autres mesures qui ont été faites à ce moment-là. Et donc ça, c'est la politique qui déclenche les pratiques du quotidien. On a eu le coup d'accélérateur avec le Covid qui a fait du vélo la norme aujourd'hui. Donc c'est devenu une norme sociale. Ensuite, moi, comme individu, bien sûr, je peux toujours, parce que c'est autorisé, malheureusement par le politique, avoir une voiture très polluante à Paris. Je peux avoir une SUV, je peux avoir une grosse voiture à Paris, parce que c'est toujours autorisé par le politique. Et donc, le changement de comportement, c'est vraiment la dernière étape. L'individu, c'est la dernière étape. Et ça, les politiques n'ont pas envie de l'entendre. Parce que ça veut dire que c'est eux qui sont responsables de ce qui se passe. Et c'est eux qui sont responsables de... Je vais vous montrer un graphe très, très choquant, il faut vous préparer un peu. Mais c'est le seul graphe que je montre de tous les rapports du GIEC. Je choisis un seul qui est très parlant. Et donc,
et les politiques ne veulent pas de ça. Et c'est pour ça qu'il y a cette résistance-là, en fait. Donc, ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est que ces politiques-là, ce qu'elles font, c'est qu'elles évitent en amont l'utilisation de toutes les ressources naturelles, pas juste l'énergie comme c'est compris en France. En France, la sobriété a été amenée chez nous en vérité grâce à un collègue allemand. Avant la France, j'ai dit la France c'est le seul pays où la sobriété apparaît dans la loi sur la transition énergétique, mais il y a un autre pays loin, très loin de chez nous, qui considère la sobriété dans toutes ses politiques et qui l'a fait 20 ans avant nous, c'est la Thaïlande. Donc, ils ont développé ce qu'ils appellent une philosophie d'une économie sobre. Ça a été développé dans les années 70 et ça a été mis en place dans les années 90, mais c'est pas très connu en Occident. Et la littérature thaïlandaise, enfin, l'évaluation de ce qui a été fait en Thaïlande, ce n'est pas dans la littérature scientifique, c'est en général dans leur langue et donc du coup, on n'a pas accès. Ce n'est que maintenant qu'on commence à nouer des liens avec eux et ils ont pris conscience qu'ils ont fait quelque chose de géant. Et d'ailleurs, en 2016, il y a eu un rapport qui a été coordonné par des Australiens. Le titre de ce rapport, ce que la Thaïlande peut apporter à la durabilité au monde, ou pour la durabilité du monde, quelque chose comme ça. Et ça, c'est pas du tout connu parce que, surtout pas dans le cadre du GIEC, parce que dans le cadre du GIEC, on revoit que la littérature scientifique et tout le reste n'existe pas. Le reste du savoir, le savoir existe uniquement dans les revues scientifiques. Et donc, du coup, ça c'est le seul exemple que l'on connaisse et il y a beaucoup de bouts en fait de comment ils ont mis ça en œuvre, etc. qu'on commence à comprendre. Et puis il s'est rien passé ailleurs. Dans les fin des années 90, un collègue allemand, Wolfgang Sachs, qui doit avoir plus de 70 ans aujourd'hui, il ne dit pas dans son texte, il a écrit 5 pages où il parle de la sobriété pour la transition énergétique en Allemagne. Et il utilise le mot, en anglais, on utilise le mot sufficiency, et en allemand aussi, c'est sufficiency, mais avec un Z. Et donc, il parle de ça, mais dans son texte, il ne fait pas référence à ce qui a été fait en Thaïlande. Je ne sais pas si lui, il a été inspiré par les Thaïlandais ou pas. Et puis, pour une raison qu'on ne connaît pas encore, la mayonnaise n'a pas pris en Allemagne. Son papier, là, il n'a pas volé haut. Il est resté dans les sphères un peu scientifiques, un peu marginaux, chez les marginaux. Et ben, ça a traversé la frontière. Les Allemands devraient être contents qu'on soit leurs voisins. Ça a traversé la frontière et chez nous, c'est tombé dans les oreilles de ceux qui ont constitué ensuite Negawatt. Ils ont développé les premiers scénarios. La France a été jusqu'à très récemment le seul pays au monde à avoir un scénario énergie qui considère la sobriété. Il n'y a pas de scénario. Les scénarios climat, les scénarios quand je vais parler un petit peu des scénarios qu'il y a dans le rapport du GIEC, il n'y a pas de sobriété dedans. Et ensuite, la mayonnaise a pris en France, on arrive en 2013, pendant la période Hollande, la loi sur la transition. Eh ben, la mayonnaise a pris et le mot a été injecté dans la loi, mais il n'y a rien derrière, il n'y a pas de définition. Lorsqu'on regarde les décrets qui ont été mis en place, il y a plutôt des décrets anti-sobriété. Aujourd'hui, quand on les analyse, mais le mot est là-bas. Et ça, c'est quand même important. C'est juste, je vous explique les étapes, les différentes briques pour comprendre comment est-ce qu'on peut arriver à imposer quelque chose dans un rapport comme celui du GIEC. Et puis il s'est rien passé. Aujourd'hui, en France, on a un autre scénario fait par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, et on a un scénario fait par RTE, Réseau Transport de l'électricité, et plus le scénario de Negawatt qui a été actualisé. On est le seul pays au monde à avoir 3 scénarios basés sur la sobriété et les scénarios de l'ADEME sont vraiment très complets et ça n'existe nulle part ailleurs. Donc là, les autres, maintenant, ils découvrent que nous, on a tout ça, mais malheureusement, on l'a en français et le français n'est plus la langue du travail, quoi. Au niveau européen, par exemple, le mot sobriété n'apparaît dans aucun texte de l'Union européenne. Aucun, jusqu'à présent. Peut-être qu'on va réussir à le faire apparaître maintenant dans un rapport qui sortira en juillet, mais jusqu'à présent, ça n'apparaissait nulle part. Et les gens ne savaient pas ce que c'était. Donc nous, on n'a pas fait le travail de service après-vente derrière. Donc le deuxième pilier, c'est que ça évite l'utilisation de toutes les ressources naturelles. Malheureusement, en France, si je compare à l'approche thaïlandaise concerne toutes les ressources naturelles, mais en France, ça a été principalement énergie parce que justement, ça nous venait de Wolfgang Sachs et lui, il avait fait ça dans le cadre de la transition énergétique. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Dans la définition complète, en fait, j'avais aussi inclus toutes les ressources naturelles parce que je ne pouvais pas citer toutes les ressources naturelles. Mais pendant les négociations, pour le résumer, on n'a mis que ça. Et ensuite, il y a eu une grande incompréhension dans la communauté scientifique de qu'est-ce que c'est que la sobriété. Il y a quelqu'un qui a cité un mot négatif qui avait dit restriction, je crois, ou souffrance, je ne me souviens plus. Frustration.
Voilà. Et donc, la sobriété a été comprise plutôt comme une contrainte. Et donc, du coup, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, une contrainte imposée, et donc qu'on ne peut pas avoir dans les pays du Sud parce que les pays du Sud ont besoin de se développer. Mais en vérité, la sobriété va bien au-delà de tout ça. La sobriété, c'est le bien-être de tous. C'est en fait, derrière le mot sobriété, il y a une question de justice dans l'accès aux ressources naturelles pour tous, mais vraiment un accès équitable aux ressources naturelles pour tous. Et ça, on retrouve ces bouts-là dans différentes pièces de la littérature. Et le quatrième pilier, qui n'est pas des moindres dans le cadre du rapport du GIEC, c'est qu'on n'a pas fait référence au budget carbone, parce que le GIEC, on regarde principalement les émissions, on convertit tout en carbone, mais plutôt les limites planétaires. Pourquoi? Et ça aussi, ça avait été refusé par certains collègues, parce que c'est un cadre de réflexion différent du cadre de réflexion climat. Lorsqu'on regarde les limites planétaires, la question du changement climatique est une limite parmi 9. Et donc, lorsqu'on dit que nos politiques climatiques doivent prendre 9 autres problèmes en plus, déjà qu'aujourd'hui, la question du changement climatique, elle est très très mal prise en compte, ce qu'on fait n'est pas bon. Alors, quand vous venez voir des scientifiques qui ont passé toute leur vie sur les politiques climatiques, mon groupe, c'était ça, les politiques d'atténuation, et puis vous leur dites, ben non, ça c'est pas suffisant, il faut regarder les autres, là, c'était une résistance très très forte. Et le mot a failli sauter plusieurs fois, donc il a fallu à chaque fois se battre pour remettre le mot limite planétaire. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé finalement à l'avoir dans le résumé du rapport du GIEC? Donc, j'avais mis ça dans la première version de nos 300 mots. Et puis après, une fois qu'on a reçu les commentaires là, négatifs, j'ai été convoquée. J'étais même convoquée 3 fois par différents processus. Et puis, devant tout le monde, là, c'est le mot. Donc, on fait une analyse de tous les commentaires. Et puis, on commence par dire, le mot qui a reçu le plus de termes de remarques négatives, c'est le mot sobriété. Et là, tous ceux qui étaient contre, que j'avais réussi en fait en 2 ans à calmer un petit peu, là, ils se jettent dessus parce qu'ils voyaient leur rapport qui ne serait pas approuvé à cause d'un mot que cette Française essaye d'imposer. Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces Français? Et donc, du coup, la décision était prise sans consultation avec les auteurs. Le texte devait changer. Les 300 mots devaient changer. Sauf que, je vous ai dit, je l'avais pas réfléchi comme ça. Le hasard a fait que ça a marché dans mon chapitre. Tout notre chapitre était structuré autour de ça. Et donc, du coup, après, j'avais 12 personnes qui sont allées se plaindre. Elles ont dit, c'est pas possible. On peut pas écrire. On peut pas. Si ça manque, ben, notre texte, en fait, vous enlevez un bout de la colonne vertébrale, quoi. C'est ça qu'ils nous demandaient. Et donc, du coup, ça a été réécrit par une autre personne qui n'est pas du tout du chapitre. Et cette personne-là a passé son temps à me demander des chiffres à droite, à gauche. J'ai fait plein de calculs. À un moment donné, même moi, je me retrouvais plus dans mes calculs. Parce que, je vous assure, à un moment donné, je me disais, oula, il faudrait qu'à un moment donné, je me pose pour vérifier la dernière version de tous ces calculs-là. Parce que j'en ai fait dans tous les sens. Et on arrive aux négociations, j'étais furieuse parce que, en fait, je pensais que j'étais finalement arrivée à introduire le mot parce qu'on avait besoin du mot dans le rapport du GIEC pour pouvoir l'avoir dans les politiques européennes. C'est pour ça que c'était important. Et j'avais compris ça comme je travaille au niveau européen. Et puis, on arrive aux négociations. Alors, j'ai eu la merveilleuse idée de contacter le délégué français qui s'occupe de nous au ministère et de lui dire qu'en fait, le mot avait sauté et de lui dire pourquoi ça avait sauté. Et donc, je savais en fait comment ranimer la flamme européenne contre certains pays. J'appelle le délégué de l'Union européenne aussi et je lui explique. On avait de la chance, c'est que le délégué européen et le délégué français étaient pour que le mot soit dedans. Ils avaient compris l'importance en fait. Et peut-être que le délégué européen est français. Il a un nom, en tout cas, il est francophone. Il m'écrit maintenant en français. Je ne sais pas d'où il vient, mais en tout cas, c'est vraiment un concours de circonstances que moi, j'étais là au moment où il y avait ces 2 messieurs-là. Et puis, on arrive aux négociations. C'est le délégué français qui prend la parole. Et il dit, ça veut rien dire. Vous les supprimez. Ça ne servira à rien dans mon pays. Délégué européen qui dit, ça servira à rien dans mes 27 pays. Et j'étais heureuse. Et là, panique à bord. Oh, mais il va y rien avoir sur le bâtiment. Et moi, je me disais, mais non. Sûrement qu'on va avoir l'opportunité d'écrire autre chose. Et puis là, il y a d'autres délégués qui prennent la parole, principalement des Européens, la Norvège, la Suisse, etc., qui disent « Mais oui, mais on ne comprend pas ». Et le délégué français avait été clair, il a dit «
Nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir le mot sobriété ici, parce qu'on l'a dans notre loi. Et alors, les autres pays prennent la parole, ils viennent en soutien à la France et à l'Union européenne. Et là, à un moment donné, ceux qui nous géraient, ils étaient furieux parce qu'ils se sont rendus compte, en fait, un Français et un Européen, moi je travaille au niveau européen, bon, c'était clair que c'était quand même un petit peu travaillé. Et donc, ils nous disent, vous rédigez les 300 mots. On avait 1 heure pour rédiger les 300 mots. Et là, normalement, moi, j'aurais pas dû être dans les négociations parce que moi, j'étais juste autrice, j'étais pas coordinatrice. Je me suis retrouvée dans les négociations parce que ma coordinatrice ne se voyait pas négocier. Et que moi, j'avais l'habitude de négocier, mais bien sûr que j'ai sauté sur l'occasion parce que c'était là que ça se jouait. Et donc, du coup, parce qu'autrement, tout le reste, j'aurais perdu 4 années, quoi. J'ai passé 4 années à bosser parce que le travail qu'on fait pour le GIEC, c'est du bénévolat. Donc, 4 années de bénévolat sans résultat, c'est quand même dur à avaler, quoi. Si j'ai un résultat, au moins, ça me réconforte, quoi. Et donc, on me dit, voilà, j'avais 1 heure pour rédiger le texte. Et donc, ma collègue, elle me dit, Yamina, tu peux rédiger en 1 heure. Elle essaye de se battre pour avoir plus de temps. Je dis, non, non, rédige. Et puis, c'était au moment où je devais en plus nourrir mon fils. Donc, moi, mon texte était prêt depuis 2 ans. Je l'avais depuis 2 ans, j'attendais juste le moment avec la définition et tout ça. Et alors, je lui dis, t'inquiète, je vais voir le texte. Puis elle me fait, tu m'envoies le texte, comme ça je le revois. Je dis, oui, je vais te l'envoyer. Je dis, no way, cette fois-ci, personne ne va revoir mon texte. Il va aller directement aux délégués et j'appelle les délégués européens. Et donc, j'envoie mon texte 2 minutes avant la deadline. Donc, je savais que personne n'allait pouvoir revoir mon texte. Je dis, je suis désolée, je suis désolée, j'étais en train de nourrir mon fils. Donc, comme quoi, avoir un bébé quand on est chercheur du GIEC, ça marche. Enfin, ça peut être utile, quoi. Et donc, j'envoie le texte, c'était trop tard. Et là, quand ils ont vu qu'il y avait le mot sobriété, enfin, j'ai repris en fait le texte que j'avais écrit il y a longtemps. Et donc, là, ils étaient très furieux. J'ai reçu des messages pas très, très sympas. Et moi, je me suis dit, bah, j'attends. Il fallait repasser pour la négociation. On repasse à la négociation, et donc en fait le mot sobriété dans le texte apparaissait dans la première phrase, mais c'était très important en fait. Et là, il y a une astuce dans la négociation du résumé pour décideurs, c'est que les choses qui pourraient être problématiques, on va les négocier en groupe. Seules les personnes qui... Parce que vous savez comment c'est tous les pays de l'ONU, donc en fait c'est énorme, mais il n'y a que quelques pays en vérité qui agissent, qui répondent, qui demandent des choses. Et la plupart sont silencieux, et puis après ça peut très vite aller dans la mauvaise direction. Et donc, je retombe sur la même mauvaise personne pour ma section. Et là, et puis il dit, bon, cette partie-là, tout de suite, hein, il commence cette partie-là, les problématiques, donc ils appellent ça le huddle, ça va dans le petit groupe. On va en petit groupe, et là, ce qui compte, c'est qui va modérer la discussion. Ça, c'est très, très important. Ça, je le savais. Et donc, je vois la nationalité de la personne qui allait modérer la discussion, je savais que ça passerait pas. Dès que j'ai vu la nationalité de la personne, la première chose que cette personne l'a dit, c'est que ça, tu l'enlèves. Et donc, moi, je lui dis, ben non, je peux pas l'enlever, parce que la France l'a demandé. Parce qu'en plus, moi, dans les trucs du GIEC, j'apparaissais comme algérienne. Donc, du coup, les gens ne faisaient pas forcément le lien où j'étais. Donc, j'étais une Algérienne qui défendait la France, ça marche pas trop, quoi. On ne défend pas l'ancien colonisateur. Et donc, et après, je défends l'Union européenne. Je dis, ben non, il y a les Européens, les Français qui demandent ça. Moi, la petite Algérienne, il fallait que j'obéisse, quoi. Et donc, à un moment donné, qui c'est qui nous vient en aide? Parfois, l'aide, elle vient, en fait, on ne sait pas d'où elle vient. Enfin, il y a vraiment de la magie dans ce genre de truc. Puis, il y a la déléguée indienne qui dit, ben non, moi, si vous supprimez ça, je suis d'accord avec le délégué français, ça n'aurait aucun sens. Moi, j'ai bien lu le chapitre et c'est du bon sens, en fait. Et elle avait insisté que c'était du bon sens. Alors, je retrouve la déléguée indienne qui explique aux autres pourquoi c'est important. Moi, j'avais même pas besoin de l'expliquer. Et puis, la déléguée indienne, elle dit, mais peut-être, je propose aux auteurs, auriez-vous une définition à inclure? Peut-être vous avez dû trouver une définition. Je dis, ah, mais oui, mais moi j'avais proposé la définition avant, elle me l'avait enlevée, l'autre. Et donc après, je lui dis, mais bien sûr, je tape la définition, elle voit la définition, elle dit, ah ben c'est parfait. Et voilà comment ça a été dans le résumé pour décideurs. Et ça a été fait, j'ai gardé la date, oui, ça a été fait le 31 mars, juste avant minuit. Donc, moi, j'étais tellement émue, j'ai commencé à envoyer des messages aux copains qui m'ont soutenu, etc. Et puis, il y a une copine suisse qui me dit, c'est un poisson d'avril, là, que tu m'envoies? Je dis, mais non, je m'étais même pas rendu compte que ça pouvait faire poisson d'avril. Voilà, tout ça pour un mot. Mais en fait, derrière le mot, il y a beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que dans les politiques climatiques que nous avons, partout dans le monde, il n'y a pas de sobriété. Et parce que la sobriété, ça doit faire revenir la politique, mais au sens noble du terme, pas la politique comme on l'a fait aujourd'hui. Et ça, les politiques n'en veulent pas.
parce qu'ils ont cessé de faire leur boulot. Et en vérité, la sobriété, c'est un projet de société, c'est un projet d'avenir pour nous tous. Et c'est pour ça qu'ils se battent contre. Ils l'ont bien compris, en fait, ils ont bien compris ce qu'il y a derrière. Et c'est un projet, en fait, en vérité, d'équité entre le Nord et le Sud et d'équité entre nous tous, même dans les pays riches. Il n'y aurait pas, c'est un projet qui protège les plus vulnérables. Et ça, ils n'en veulent pas. Ça, en fait, tout le monde parle des plus vulnérables, que ce soit chez nous ou les vulnérabilités Nord-Sud. Mais en vérité, ils n'ont rien à cirer, les politiques des plus vulnérables. C'est pas eux qui comptent pour eux. Et c'est pour ça qu'ils n'en veulent pas. Et une fois, moi, j'avais compris tout ça pendant le processus. Et puis, j'avais eu la chance de passer par l'Agence nationale de l'énergie, qui est quand même très politique. Et c'est pour ça que je savais, on avait besoin d'avoir le mot sobriété dans le rapport du GIEC pour pouvoir enfin en parler au niveau européen. Parce que c'était impossible de l'amener au niveau européen et je n'avais pas réussi à convaincre nos politiques qu'on avait quelque chose à exporter. Aujourd'hui, j'arrive à dire à nos politiques, vous pouvez exporter des Rafales, mais on peut aussi exporter la sobriété. Nous sommes les seuls. Donc là, maintenant, ah oui, on peut exporter ça, qu'est-ce que c'est, etc. Comment est-ce qu'on l'exporte? Et donc, résultat des courses, pour la première fois, au Parlement européen, il y a 3 semaines, j'ai été invitée à parler de sobriété et c'était une plénière. On m'a donné le micro et j'avais un commissaire de la Commission européenne, le commissaire à l'environnement, je crois, qui devait me répondre. Et bien sûr, il n'y a rien dans les lois européennes. Et moi, j'ai demandé à ce qu'on commence à travailler enfin sur la sobriété en Europe. Pourquoi? Parce que ce qu'on a fait dans le chapitre bâtiment, mais maintenant on l'a fait pour les autres secteurs, pas tous, mais pour certains, c'est qu'on ne pourra pas décarboner sans sobriété. La neutralité carbone, on oublie. Sans sobriété, il n'y aura pas de neutralité carbone. Donc sans sobriété, c'est du mensonge. Sans sobriété, c'est du technosolutionnisme. On n'y arrivera jamais. Le technosolutionnisme, c'est faire bouger le problème d'un point A vers un autre point. C'est le déplacer. Et donc, par exemple, je prends l'histoire de la voiture électrique dans Tout le monde est fier. Je crois que maintenant, on va produire des batteries chez nous, etc. C'est très bien tout ça. Je ne suis pas anti-technologie. Je suis ingénieure à la base. Je suis en plus addict à la technologie à cause de ma mère. Elle m'a contaminée. Et donc, qui n'est pas ingénieure, qui n'a pas fait d'études universitaires, mais elle est addicte aux technologies. Mais moi aussi, j'ai grandi dans ce monde-là. Sauf qu'une fois qu'on a compris la question climatique, on se rend compte que ce n'est pas avec la technologie qu'on va résoudre. Et donc, c'est une autre façon d'organiser nos sociétés, nos politiques, notre économie, etc. Et ça, c'est un effort considérable. Ça, en vérité, ça veut dire une gifle à tous ceux qui ont suivi Reagan et Thatcher et qui nous ont imposé le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et ça, ils n'en veulent pas. Donc, les forces qui ne veulent pas ça, elles sont beaucoup plus importantes. Enfin, elles ont le pouvoir aujourd'hui. Nous, on n'a pas le pouvoir. Il y a plusieurs personnes et puis on est éparpillés. Comme on n'a pas le pouvoir, parce que pour devenir une force, en fait, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à se regrouper, mais pour se regrouper, il faudrait avoir des financements pour qu'on puisse se regrouper. Nous, on n'a pas tout ça. Nous sommes des petits bouts. Et là, maintenant, je suis contactée par des collègues. L'autre jour, c'était des collègues de la Corée du Sud. Quand j'ai reçu le message, je me suis dit, franchement, la Corée du Sud, bon, je leur réponds. Je pensais que ça remontait à mon époque de l'AIE. Ils m'ont dit, ah non, non, non. Mais c'est des petits groupes qui essayent de trouver des choses. Ils m'ont dit, mais on regarde, est-ce qu'il y a des nouveautés dans le rapport du GIEC? Et ils ont trouvé que c'était ça la grande nouveauté. Et puis après, ils ont regardé toutes les conférences, etc. Et donc, c'est vraiment un combat. La première bataille est gagnée, mais ça, c'est vraiment une toute petite étape. Aujourd'hui, j'en suis très fière. J'ai un copain qui m'a dit, Yamina, mais ton truc là, mais parce qu'en fait, la définition, elle apparaît en footnote, en bas de page. Je dis, mais en bas de page, j'étais fière de ça. Voilà. Voilà pour. Alors maintenant, on peut revenir à tous les mots là que vous aviez proposés. Et puis, je vous laisse on va les passer en revue. Vous me dites lesquels on garde, lesquels on supprime, vu la définition que l'on a. Alors, économie. Oui, on garde. Mais mettez-le en orange, économie. Frugalité. Je suis au laboratoire d'économie de Sciences Po, hein, je peux me permettre. Frugalité. Frugalité, c'est parfait. Alors, il y a une petite différence philosophique, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Et d'ailleurs, les scénarios de l'ADEME, le scénario basé sur la sobriété, ça s'appelle génération frugale, en fait. Frugalité, oui, mettez-le en vert. Vivre avec moi. Ah, il n'est pas sur Word. Ah non, ça ne va pas. Ça ne va pas, votre outil, là. Je me demandais pourquoi il mettait le 1, mais je ne comprenais pas. Je me suis dit, bon. Économie, mettez-le en orange. Frugalité, mettez en vert.
ça fait partie des confusions qu'on a dans les... Mettez-le en orange et je vous expliquerai pourquoi c'est en orange. Réduire. Mettez-le en orange. Restriction, mettez-le en rouge. Frustration, mettez-le en rouge. Bon sens, mettez-le en vert. Alors, ralentir, je ne sais pas trop, mettez-le en orange. Il n'y a pas trop de littérature en fait là-dessus. Solution, mettez-le en vert, même en vert foncé. Équilibre en vert foncé, fluorescent, etc. Alors, excès, mettez-le en rouge, vous le barrez dès que vous le pouvez. En fait, c'est contre l'excès. Alors, pourquoi? En fait, tous ces mots-là qui apparaissent ici apparaissent dans toute la littérature qu'on a dû relire pour arriver à la définition du rapport du GIEC. Il y a une confusion qui n'est pas juste dans la société, mais aussi dans la littérature scientifique. Et la confusion, je pense qu'elle va encore continuer parce que justement, en France, par exemple, nous sommes les plus avancés, mais on n'a pas fait le travail d'un point de vue scientifique. Donc on a été plutôt vers la pratique. Il y a des territoires qui ont déjà des scénarios sobriété, qui ont mis en place des mesures, etc. Mais il n'y a pas eu de travail scientifique de fait jusqu'à récemment. Alors, après, vivre avec moins, en fait, ça dépend pour qui vivre avec moins. Ben, là, ou alors le mot aussi restriction, frustration, ça dépend pour qui. Si vous vous déplacez en jet privé, ben oui, la sobriété, c'est une frustration pour vous, parce qu'il n'y aura plus de jet privé. Mais par contre, si vous êtes un citoyen ordinaire, ce qui est le cas de la majorité des citoyens, c'est juste qu'on a perdu le pouvoir. Ben, ce n'est pas une frustration et c'est pas vivre moins. Ça serait parce qu'il y a une confusion. Par exemple, on pose souvent la question est-ce que la sobriété, les plus pauvres qui souffrent de la précarité énergétique sont déjà dans une situation de sobriété? J'arrête pas de dire non, non, non. Ceux-là, vous les avez mis en situation de pauvreté. C'est pas la sobriété et la précarité. Donc c'est pas du tout la même chose. En fait, vivre avec moins, c'est pour ceux qui vivent avec de l'excès. Et ce n'est pas pour ceux qui sont déjà en situation de précarité. C'est en vérité vivre avec ce qu'il nous faut. C'est ça le vrai concept qu'il y a derrière. Après, c'est du bon sens. Ça, on le retrouve partout. Comme quoi, c'est du bon sens. Tous les exemples qu'on a pu retrouver, il y a cette notion de bon sens qui est décrite. Et parfois, les gens remontent à des trucs historiques dans leur pays, etc. Ralentir, je ne sais pas trop. Après, solution, c'est sûr que, comme je vous le disais, sans sobriété, on ne pourra pas décarboner nos économies, c'est impossible. Un équilibre dans la vie, un équilibre dans l'utilisation des ressources, une répartition. Ce qu'on retrouve beaucoup dans la littérature, c'est plutôt équité. C'est le mot équité qui revient souvent. Et après, ben, sans excès, oui, c'est ça la sobriété, en fait, c'est la fin des excès. Et en vérité, la fin des excès pour une petite minorité, hein, lorsqu'on regarde très bien, dans notre rapport à nous, on montre très bien, dans le chapitre 2 du rapport, on regarde les émissions, on montre que c'est les émissions des plus riches comparées aux émissions des plus pauvres, mais la différence est énorme. Ben, ces gens-là, bien sûr, ils ne veulent pas de sobriété. Le seul problème que l'on a, aujourd'hui, enfin, le grand défi que l'on a, c'est que ben, ces gens-là, cette petite minorité-là qui abuse, c'est elle qui a le pouvoir. Nous, on n'a pas le pouvoir. Même dans nos démocraties, en fait, nous, parce que la démocratie, c'est en revenir à l'origine, ben, en fait, on délègue notre pouvoir par le vote. Ben, sauf que là, le vote, à chaque fois, on nous le vole. À chaque fois, on se retrouve à voter contre au lieu de voter pour. Et donc là, en 2027, on risque très fortement de nous retrouver dans la même situation. En fait, on a perdu notre pouvoir. Et les politiques, et là, les gens qui font de la science politique racontent très bien ça, à partir de la crise de 29 en vérité aux États-Unis, les politiques ont commencé petit à petit à déléguer le pouvoir à Wall Street, etc. Mais c'est avec l'arrivée de Reagan aux États-Unis et pour nous de Thatcher en Europe, et c'est le moment où l'Angleterre avait rejoint l'Union européenne, et ben en fait, quand l'Angleterre a rejoint l'Union européenne a été thatcherisée. Et c'est vrai, et on retrouve ça, et on voit, par exemple, il y a des choses avant que je ne comprenais pas très bien, mais la France fait partie des grands pays qui ont résisté à tout ça. Sauf que ces dernières années, je ne sais pas ce qui nous est arrivé. On est parti, et là, on est très, très mal parti. Bon, voilà pour la sobriété. Alors, pourquoi c'est important ?
vous pouvez retourner au slide, je vais vous montrer le seul graphe que j'utilise des rapports du GIEC. Donc les rapports du GIEC, il y en a 3 rapports principaux, celui sur la science du climat, celui sur l'adaptation et celui sur l'atténuation. Puis après, il y a un rapport de synthèse. Le rapport de synthèse, j'ai repris un graphe, vous allez au slide suivant. Ce graphe-là, je trouve que c'est le graphe le plus, qui résume le plus l'état de la science, ce qu'on sait sur la question climatique. Donc les premières, ce que vous voyez là jusqu'à 2020, c'est l'augmentation de la température et quand c'est bleu, donc depuis l'ère industrielle, donc la partie qui est bleue, ça veut dire qu'il y avait pas d'augmentation ou il y avait très peu. Et plus vous avancez, plus ça va vers le jaune orangé là, plus la température a augmenté. Aujourd'hui, donc en 2020, on était en température moyenne d'augmentation par rapport à l'ère industrielle sur la planète à 1,1. 1,09 quelque chose, mais 1,1 on va dire. Et ça, c'est une moyenne sur la planète. Quand on dit que c'est une moyenne sur la planète, ça veut dire qu'il y a des endroits sur la planète qui sont déjà au-delà. C'est le cas de la France, par exemple. Mais le cas de la France est encore un territoire vivable. Il y a des territoires qui ne sont plus vivables. C'est le cas en Afrique. Et il se trouve que ces cas-là, on les retrouve principalement dans les pays pauvres. Et ce sont des pays qui n'ont pas contribué à la question, au problème climatique. Après viennent les scénarios, tout ce qui est derrière la barre de 2020. Ça, c'est ce qu'on fait dans mon groupe. Donc, on fait des scénarios pour le futur. Et alors, le scénario là où c'est marqué intermédiaire, la troisième barre, c'est le scénario qui est basé sur les politiques actuelles. Donc, quand vous entendez le ministre de l'écologie dire qu'il va préparer des plans d'adaptation pour la France à 4 degrés, ça veut dire qu'il veut préparer des plans d'adaptation pour une planète qui se réchauffe à environ 2,7 à 3 degrés. Avec les politiques actuelles, on va vers un réchauffement moyen de la planète à la fin du siècle, autour de 3 degrés, on va dire. Cela correspond, dans le cas de la France, à une température autour de 4 degrés. Sauf que ce qu'il ne dit pas, c'est qu'on ne pourra pas s'adapter à 4 degrés. Ça, il ne le dit pas. Ça, c'est un mensonge. Parce qu'à 4 degrés de moyenne, ce qui veut dire pour nous qu'on va avoir des étés où on aura plus de 5 degrés de température d'augmentation. Et l'été le plus chaud qu'on a eu jusqu'à présent, que l'on a connu et pour lequel on a des données, c'est l'été 2003. Et souvenez-vous, l'été 2003, on a eu, je pense, dans les 15 000 ou 16 000 morts. Et ça, ce n'était pas 5 degrés qu'on avait, hein. Donc 5 degrés, pour pratiquement toutes les personnes qui sont ici, celles qui seront là quand on aura ces 5 degrés, on sera toutes des personnes âgées. On ne va pas survivre. Ça, le ministre ne nous le dit pas. Alors, mais au-delà de nous, qui n'allons pas survivre, ce que j'aime bien dans ce graphe, c'est qu'ils ont rajouté, au début, le graphe, il y avait juste la partie haute, puis pendant les discussions, ils ont rajouté les éléments, là, les bonhommes. Comme ça rend plus humain parce que les graphes du GIEC, ils sont très secs, ils ne sont pas très humains. Et donc, là, ça raconte l'histoire de ma famille, mais ça raconte l'histoire de milliers de familles, de vos familles et de milliards de familles dans le monde. Les années 50, ma mère, aujourd'hui, elle a 75 ans. Donc, ma mère est née, elle fait partie de cette première barre-là. Ma mère a connu des épisodes de canicule, mais elle a dépassé 70 ans, donc on va dire quoi, elle a fait le tour, quoi. Donc ma mère pourrait partir, si vous voulez. Il ne faut pas lui dire ça, mais j'espère que ce n'est pas enregistré. Alors, du coup, ce n'est pas très grave parce que, en fait, elle a déjà fait sa vie, quoi. Sa vie est derrière elle. Et en plus, ma mère fait partie de cette génération, même à Alger, ma mère habite toujours à Alger, même à Alger, elle fait partie de cette génération qui a une bonne retraite. Qui a un climat. Avant, chez moi, il n'y avait pas de climatiseur. Aujourd'hui, il y a un climatiseur dans chaque pièce chez ma mère. Donc, il y a un climatiseur et ma mère m'a dit que le climatiseur, l'année dernière, elle l'a mis en marche entre le mois de mai et le mois de novembre. Donc, d'année en année, ça augmente. Donc, comme elle a sa fille qui est ingénieure, je lui dis, c'est pas grave, je vais t'installer un panneau solaire au-dessus et comme ça, tu ne paieras pas l'anneau d'électricité. Bon, donc ma mère a cette chance-là. Ce n'est pas le cas de toutes les personnes de la génération de ma mère. C'est ça qu'il faut garder en tête. C'est que ça, c'est des cas de privilégiés. Ma mère, elle ne voyage pas en jet privé, mais elle fait partie des privilégiés de ce point de vue-là. Et donc, ça, c'est ma mère. Ensuite, la génération là, du milieu, c'est ma génération. Je suis née un peu avant 80, mais on va dire que je suis au milieu. Et donc, moi, il y a très peu de chances. Moi, j'ai connu les canicules parce que j'ai grandi à Alger. J'ai connu les canicules quand j'étais ado, déjà. Donc, ce qu'on connaît là maintenant en Europe, en France, ça s'est produit en Algérie dans les années 90, en Afrique du Nord.
Donc moi déjà, il y a très peu de chances que je puisse atteindre l'âge que ma mère a atteint, que ma mère a aujourd'hui. Parce que ce plan-là que nous propose le ministre, les 5 degrés pendant les étés, moi je vais les connaître. Ils vont se produire à moins que j'ai un accident, il m'arrive quelque chose. Donc, parce que normalement, en théorie, je suis censée aller plus loin que ma mère. Et puis après vient mon fils qui est né en 2020. J'adore ce graphe-là parce que mon fils est né en 2020. Et bien mon fils qui est né en 2020, il n'a pratiquement aucune chance d'atteindre l'âge que sa grand-mère a. Mais pire que ça, en fait, mon fils, sa génération, les tout petits là, ils vont devoir se battre pour manger. Ils vont devoir se battre pour boire de l'eau. Ils vont avoir des maladies qu'on n'a jamais connues et il n'y aura personne pour les soigner. Notre système de santé va collapser, va tomber. Nos infrastructures ne sont pas faites pour ces températures-là. Il n'y a rien qui est fait pour ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Parce que quand on aura une combinaison d'une haute humidité, d'une humidité élevée avec une température élevée, le corps humain ne pourra pas résister. Et les systèmes de climatisation, j'ai travaillé pendant plusieurs années sur les systèmes de climatisation. En fait, c'est ça mon premier territoire d'expertise. Les systèmes de climatisation que nous avons en Europe fonctionnent pour 35 degrés de température. Quand on aura des températures de l'ordre de 50 degrés, ça ne fonctionnera pas. Sans compter qu'on ne pourra pas produire de l'électricité pour les faire fonctionner. Donc moi, quand j'entends le ministre qui parle de plan d'adaptation pour 4 degrés, j'ai pas pu dormir cette nuit-là. J'ai pas pu dormir et à chaque fois j'allais le voir et je me dis, j'arrête pas de penser au jour où il comprendra, où il me posera la question, maman, tu savais. Mais le problème, c'est que j'ai pas de réponse en tant que citoyenne. Et vous n'avez pas de réponse prise individuellement. Nous ne pouvons avoir une réponse que si nous sommes tous ensemble et si on arrive à reprendre le pouvoir politique. On n'a pas besoin de couper des têtes, mais il faudrait qu'on reprenne le pouvoir. Et le fait, moi ce que j'ai fait au GIEC, j'avais en tête l'Union européenne, qu'on ait la sobriété, qu'on arrive à intégrer la sobriété dans nos politiques. La prochaine élection, c'est l'année prochaine. L'élection européenne, d'habitude, elle n'attire pas grand monde, parce que l'Europe est très loin du citoyen, par ceux qui travaillent au niveau européen. Mais c'est là que ça se joue, en fait. On a une chance. Ce qu'on montre dans nos scénarios, ce que les scénarios, on les appelle les scénarios du GIEC, mais en fait, ce ne sont pas les scénarios du GIEC, ils ne sont pas faits par le GIEC. C'est la communauté scientifique qui développe ces scénarios-là, qui les soumet au GIEC. Nous, on fait juste une analyse des scénarios, puis après, on les groupe. Ces catégories-là ont été inventées par nous. Et donc, là où vous avez la première barre, la very low, cette option-là, elle est possible uniquement s'il y a de la sobriété. On a reçu, quand on a demandé, quand on a fait des appels à la communauté scientifique pour soumettre leurs scénarios, on a reçu au départ dans les 3000 scénarios. Sur les 3000 scénarios, après avoir, on met plusieurs critères, etc., on est tombé à quelque chose autour de 1000 scénarios. Il n'y en a aucun qui comprend des politiques de sobriété. Aucun. La première évaluation des politiques de sobriété a été faite par l'OFCE sur les scénarios de l'ADEME. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et bien sûr, comme c'est la première fois, c'est incomplet, c'est la première fois, comme tout ce qu'on fait pour la première fois, il faut l'améliorer, etc. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Alors du coup, moi, quand on me demande de parler de sobriété, je vais partout pour parler de sobriété parce qu'il faut qu'on réveille les peuples des pays riches. Parce que c'est nous qui avons le pouvoir. Dans les pays pauvres, si je devais comparer, parce que moi je siégeais au GIEC comme algérienne mais française, donc mon contact en Algérie, en fait, en France, on a une équipe au ministère qui nous aide. Si vous avez des questions, etc., ils ont été vraiment extra. En Algérie, il y a une personne. C'est pas la même chose. Si vous avez une personne et si vous avez une équipe. C'est pas du tout la même chose. Moi, je suis pas du tout passée par le délégué algérien pour la question de la sobriété. Je suis pratiquement jamais passée par le délégué algérien. À chaque fois, je passe par le délégué français parce qu'il y a un endroit où je peux envoyer un email. Je sais que quelqu'un va me répondre. Donc, vous voyez, le gap, il est énorme entre les pays du Sud et les pays riches. Et ce sont d'abord dans ces pays-là que la catastrophe climatique va se produire. Et c'est pour ça que je dis ma mère, elle est pas juste privilégiée, elle est super privilégiée. Elle est en Afrique, elle est dans ces pays-là. Et elle a un climatiseur et elle a dépassé 70 ans. Et chez nous, il faut qu'on se bouge, mais je ne sais pas comment faire bouger les choses. À part l'élection européenne, moi,
Il n'y a pas de réponse. Et dans notre rapport à nous, on discute de la gouvernance des politiques climatiques. On sait qu'il y a un problème de gouvernance. On discute un petit peu aussi des lobbies, parce que c'est les lobbies qui nous conduisent là où on est. Mais en fait, quand on dit c'est les lobbies, en vérité, c'est parce que les politiques ne font plus de politique. C'est ça le problème. Et que nous, citoyens dans les démocraties, on a perdu notre pouvoir. Enfin, au départ, on l'avait délégué, et maintenant, on l'a complètement perdu, notre pouvoir. Enfin, il ne nous sert pas, il nous dessert. Voilà. Donc, j'espère qu'avec ça, vous allez vous battre. J'ai formé des ambassadeurs de la sobriété pour se battre. Si vous avez des questions, je suis ravie de répondre. Ah, il applaudit. Juste avant de commencer la période de questions-réponses, je demanderai à tout le monde de mettre son téléphone en mode avion, parce que dès que je vais approcher le micro de vous, ça va faire des interférences, et ça va s'entendre. Et aussi, levez bien la main et attendez qu'à moi ou mon collègue vous passe le micro, comme ça... Oh non, c'est bon. Je peux y aller ? Oui, bonjour. Moi, je suis étudiante en sciences politiques et en fait, j'ai fait un stage de recherche l'année dernière et j'ai travaillé sur les politiques de la décroissance et la littérature scientifique de la décroissance et de la post-croissance. Et en fait, ça m'étonne beaucoup ce que vous me disiez parce que moi, il me semble avoir... Enfin bon, après... il me semble avoir lu des articles qui parlent de sufficiency. Mais dans la littérature sur la décroissance et en fait des scénarios qui prennent en compte des politiques de sobriété mais qui l'appellent pas sobriété, qui l'appellent décroissance. Et j'ai travaillé aussi pour un projet européen qui s'appelle Locomotion et on intégrait un scénario de sobriété mais c'était décroissance. Voilà. Donc je voulais savoir pour vous si vous aviez en fait... Enfin, quelle différence vous faites entre la décroissance et la sobriété? Parce que moi, personnellement, j'en vois pas. Je vois juste un mot qui passe mieux, parce que décroissance, ça passe pas. Et quelle différence vous faites? Et si vous aussi, vous êtes tombé plus sur sufficiency dans ce contexte-là. Voilà. Alors, dans la littérature qu'on a revue, j'ai dû lire la littérature sur la décroissance qui ne m'attirait pas au départ. Que j'aurais pas lu en fait si j'avais pas eu à travailler sur la définition. Alors quand je dis il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de scénario considéré par les gouvernements. C'est de ça que je parle. Et puis il n'y a pas de scénario comprehensive, complet en fait. Le projet que vous citez, il est pas très complet. Locomotion, par exemple. Voilà. Donc on a des bouts. On a des bouts, et puis après, quand le point de départ, c'est la décroissance, donc en vérité, ils essayent de découpler, je ne sais pas si on dit ça comme ça, de découpler le PIB des émissions, et donc c'est ça leur point de départ. Ils ne partent pas des limites planétaires, ils ne partent pas de la distribution équitable des ressources entre tous les citoyens, ils ne partent pas de ça, les décroissants, au départ, dans leur scénario. En tout cas, ceux que moi j'ai regardés. Alors après, une fois que le rapport du GIEC a été publié, il y a un décroissant, un scientifique qui travaille sur la décroissance, qui a rédigé sur son blog sobriété égale décroissance. Mais en fait, il y a beaucoup de raccourcis dans ce texte-là. Et normalement, il doit y avoir un texte qui doit sortir qui montre qu'il y a beaucoup de raccourcis qui ont été faits. Alors après, quand on était à Bruxelles, la conférence où on a pu parler de sobriété, c'est la conférence Beyond Growth, donc au-delà de la croissance. Et il y avait beaucoup de choses dans cette conférence-là. Il se trouve que j'ai l'impression que la communauté des scientifiques qui travaillent sur la décroissance sont devenus organisés et qu'ils arrivent à faire beaucoup de bruit. Et d'ailleurs, à chaque fois que je parle de cette conférence à Bruxelles, les gens me disent « Ah, tu as été à la conférence sur la décroissance ?» Mais ça n'a jamais été ça, en fait, cette conférence-là. Il y a une confusion dans la littérature. Donc, il y a de la littérature, mais il y a une grande confusion. Ce que la définition du GIEC apporte, c'est qu'on arrive maintenant plus facilement à regarder ce qu'il y a dans la littérature et à voir si c'est de la sobriété ou si c'est autre chose. Voilà ce que je peux vous dire. Et je pense que les décroissants tirent trop dans ce sens-là. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose, en fait.
Alors, je vais vous dire autre chose. En fait, il y a eu, c'est ça que j'ai présenté à Bruxelles, les scénarios de l'ADEME, c'est les seuls scénarios pour lesquels il y a eu une évaluation économique, de l'impact économique. Et ce que cette évaluation-là montre, c'est que pour le scénario génération frugale, c'est celui où il y a beaucoup de sobriété. Dans ce scénario-là, les premières 10 années, en vérité 8 ans, parce qu'ils ont fait ça en 2022, donc pendant la première décennie de la mise en œuvre des politiques de sobriété, le PIB de la France serait de 0,2% inférieur au PIB du scénario de référence. Ça, c'est pas de la décroissance, ça. Voilà. Mais ensuite, à partir de 2030, ça commence à monter. En fait, ce que la sobriété devrait faire, si on avait de la sobriété dans tous les secteurs, vraiment mise en œuvre partout, c'est que la sobriété devrait créer l'économie du XXIe siècle, qui n'est pas une économie de consommation de ressources, contrairement à l'économie du XIXe et XXe siècle, qui est une économie prédatrice. Et par exemple, hier, j'ai discuté avec une collègue qui travaille sur les politiques de transport à l'OCDE, et je lui ai dit, les politiques de transport que l'on a, ce sont des politiques sur, on a la voiture ou l'outil de déplacement, et puis on essaye de l'améliorer. Mais à chaque fois qu'on essaye de l'améliorer, on prend des ressources de quelque part. L'exemple de la voiture électrique est typique, en fait. On a l'impression qu'on a une solution, mais en fait, c'est une fausse bonne solution. Si on avait eu des politiques de sobriété, ce qu'on aurait eu, ça serait plutôt des politiques. On aurait toujours besoin de moyens. On ne pourra pas toujours se déplacer partout à pied, à vélo, etc. Ça c'est faux. Mais on aurait des politiques où on aurait plus des politiques pour la réparation, pour imposer aux constructeurs d'avoir des voitures qui durent plus longtemps, pour limiter l'obsolescence programmée, par exemple, des voitures, ou l'interdire même, l'obsolescence programmée. Et donc, si on avait, au lieu d'avoir une économie qui serait basée, l'économie, par exemple, des batteries, c'est une économie qui est basée sur l'extraction des ressources naturelles ailleurs. Ça ne va pas être chez nous, mais on s'en fout puisque les mines vont être ailleurs, les dégâts vont être ailleurs. Mais par contre, si on avait une économie de réparation, ça serait une économie qui serait chez nous. Ça, c'est une économie qui n'est pas prise en compte dans les modèles économiques existants. Et c'est sur ça qu'il faut construire en fait à l'avenir. Donc, il faut faire autre chose que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et moi, je peux vous dire que tous les modèles économiques qu'on a aujourd'hui, même les modèles qui font les scénarios, là, ils sont pas bons. Pour plein de raisons, ils sont pas bons. Quand le mot sobriété a été refusé, par quel autre mot a-t-il été remplacé? Ah, aucun. Ils ont refusé le concept. Eh ben, moi, je suis ravie de pouvoir parler économie, parce que je suis docteur en économie et passionnée par la sauvegarde de l'être humain sur la planète dès qu'on peut. Et il y a beaucoup de choses qui résonnent dans ce que vous avez exposé. Il y a le sujet gouvernance et il y a le sujet modèle économique. Donc là, maintenant, je travaille dans une agence locale de l'énergie, ici, où on essaie justement de mettre les acteurs en réseau et ensemble pour faire évoluer la gouvernance et pour faire évoluer le modèle économique. Et ce qui nous anime et nous redonne un peu d'espoir ces derniers temps, c'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui sort de l'économie de volume et qui vient vraiment sur les besoins et sur l'équité. Ouais, exact. Est-ce que ça, c'est traité quelque part dans le GIEC Non, pas du tout. Parce qu'en fait, les modèles économiques existants ne prennent pas en compte ça. C'est pour ça que je dis que quand les décroissants viennent me dire la sobriété, c'est de la décroissance, en fait, c'est parce qu'ils partent des modèles économiques actuels et avec le raisonnement d'aujourd'hui. Mais en fait, la sobriété, c'est justement ce type d'économie-là, et ça, c'est pas développé. Il y a un autre point important, c'est que pour le GIEC, il faudrait que les modèles, les scénarios fassent le monde entier, sinon ils comptent pas. Par exemple, on n'a pas pu injecter, c'était impossible d'injecter pour moi, par exemple, les scénarios de l'ADEME parce que c'était que pour la France. C'était même pas l'Europe. À un moment donné, je pensais qu'on allait pouvoir faire ça rapidement, avoir l'Europe, ça n'a pas pu se faire. Donc j'avais réussi à négocier un petit encadré, je ne sais plus combien de mots, mais c'était vraiment limité. Mais je me suis dit, si on a juste un scénario pour montrer ça pour l'Europe, on n'a pas pu l'avoir. Et il faut faire ça pour le monde. Mais c'est exactement ce genre de choses, ce que vous faites, c'est ça la sobriété. Et ça, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que pour les scientifiques, c'est un effort intellectuel très important de sortir du cadre dans lequel on a été, on est gangréné en vérité, on est malade
On a été mal formé, on est malade. Et pouvoir sortir de ça, c'est très, très difficile. Il y a très, très peu de gens qui font cet effort-là. Et du coup, comme il y a très peu de gens, il y a peu de production, en vérité, scientifique, parce qu'il faut du monde, il faut des moyens. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens à la hauteur des enjeux. Même si il y a une possibilité de s'en sortir, mais on n'a pas les moyens, on n'arrive pas à trouver la façon de trouver les moyens, en fait. Mais je pense que c'est parce qu'on n'a pas la bonne gouvernance aussi. Hein. Mais ce que vous faites, c'est exactement ça qu'il faut faire. Mais ça, il faudrait le faire, vous le faites au niveau d'une agence locale, il faudrait faire remonter ça, faut vraiment faire des articles scientifiques pour faire remonter ça. Parce qu'une fois que vous faites remonter ça, il y a des gens qui vont regarder plus en détail. Peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà de gros modèles qui pourraient essayer d'injecter ce que vous faites dedans. Vous voyez, c'est pour ça que ça sert la solution. Moi, je dis que la solution, en vérité, elle existe, mais elle est éparpillée. Et il faudrait trouver le moyen de la faire remonter et de former, de faire union. Mais je ne sais pas comment faire ça. On ne sait pas. On en parle avec plusieurs autres collègues, on ne sait pas. Mais bravo si vous faites ça. Bravo. Bonjour, Nicolas Guillas, journaliste. Merci pour votre explication sur la sobriété. C'est très... on comprend bien. Alors, à l'échelle locale, en Bretagne, quels grands axes de sobriété vous conseillez pour qu'on soit sûr de prendre notre part et de se dire qu'on est efficace pour continuer à vivre jusqu'à la fin du siècle, normalement. Sur quoi vous insistez en termes de sobriété pour un territoire comme le nôtre? Merci beaucoup. Alors, s'il y avait de la sobriété, vraiment beaucoup de sobriété, rien qu'en Bretagne, la fin du siècle, elle ne sera pas meilleure. Hein. Il faudrait de la sobriété partout. C'est ça le problème. Alors après, dans tous les territoires, en Europe, ça avait commencé aux États-Unis et puis après en Europe, on a fait de l'étalement urbain. On a eu beaucoup de politiques d'étalement urbain partout. Et donc, toute notre société est organisée autour de l'étalement urbain. Et ça c'est l'un des nœuds où les collectivités territoriales peuvent agir. Parce qu'en fait, finalement, les politiques urbaines, les politiques d'aménagement du territoire, elles sont plutôt décidées aujourd'hui en France au niveau régional. Donc là, c'est là où les régions peuvent agir. Après, par exemple, dans le cas de la Bretagne, vous avez la question de l'agriculture. Quand on a regardé, je ne sais pas si je l'avais dit, mais on a regardé... On est allé vraiment éplucher toute la littérature. Je ne sais plus combien de publications on a regardé. On était une vingtaine de chercheurs et on a réussi à publier ça dans Nature Climate Change juste avant la deadline, la cut-off date. On a regardé tout ce qui avait été quantifié en termes de sobriété, en termes de politique qui réduirait les émissions, et on a trouvé qu'on pourrait réduire, puis on a comparé ça à un scénario de référence, à un scénario des politiques actuelles qui est celui de l'AIE, de l'Agence nationale de l'énergie, et on a trouvé que si on intégrait des politiques de sobriété, on pourrait réduire en 2050 nos émissions mondiales de l'ordre de entre 40 et 70%, parce que comme c'était des estimations qu'on avait fait, comme il n'y a pas de modèle qui fait ça, jusqu'à 70% par rapport aux émissions de 2019. 70%, il n'y a aucune technologie qui vous fournit ça. Ça n'existe pas, ça. Mais c'est une véritable transformation. Et dans ça, on a trouvé que, par exemple, la partie agriculture ou la production de la nourriture, la réduction pourrait atteindre dans les 40%. Mais ça, c'est le chiffre mondial. Donc, dans le cas de la Bretagne, par exemple, l'agriculture est un paramètre important pour l'économie, mais aussi d'un point de vue émissions. Seulement, la Bretagne toute seule ne peut pas agir sur l'agriculture. Donc, on dépend pour l'agriculture de la politique agricole commune. Et là, encore une fois, c'est l'Union européenne. Donc, l'échelon n'est pas le bon. Si vous voulez, au niveau des échelons, c'est pour ça qu'il y a un véritable problème de gouvernance pour sortir de ce pétrin. C'est que, au niveau des politiques d'aménagement du territoire, c'est les régions, même en France aujourd'hui, qui peuvent agir. Donc, l'étalement urbain, on doit l'interdire. Il y a des choses qu'on doit interdire parce que c'est une question... En fait, quand les gens me disent « Pourquoi tu parles d'interdiction ?» Je dis « Moi, je préfère qu'on m'interdise des choses ici et que je me dis que mon fils ira peut-être à la fac, il va fêter ses 10 ans, que ne rien m'interdire aujourd'hui et que mon fils ne fêtera même pas ses 10 ans. »
Parce que c'est ça, en fait, c'est ça le rapport qu'il faut comparer. Après, l'autre chose, c'est par exemple le tourisme. En ce moment, on fait un travail sur le tourisme avec certains agents ou agents économiques qui travaillent sur le tourisme. Et on s'est rendu compte, par exemple, que dans le tourisme, dans le cas de la France, donc on a ces longues vacances qui sont super longues, et on a retrouvé quand finalement on avait ces longues vacances, parce que ça avait été négocié à l'époque, quand l'instruction est devenue obligatoire, les enfants avant travaillaient dans les champs, et donc pour que les parents acceptent, vous voyez le pacte social, pour que les parents acceptent que les enfants aillent à l'école, mais en même temps qu'ils aient la main-d'œuvre gratuite qu'ils avaient, mais bon, ils en avaient besoin, et ben on a hérité de ces longues vacances. Moi, j'ai jamais su pourquoi on avait ces longues vacances, mais je les ai toujours trouvées très longues, mais bon, elles sont vraiment longues. Et en fait, pour agir sur le tourisme, par exemple, cela revient à agir sur les vacances scolaires et donc sur l'éducation nationale. Moi, quand j'avais regardé au début les politiques de sobriété, je ne pensais pas que j'allais devoir regarder l'éducation nationale. Et donc là, maintenant, on est en train d'intégrer quelqu'un dans notre groupe de réflexion qui connaît les politiques d'éducation nationale, chose que moi, je ne connais pas du tout. Enfin, à part le fait que je connais le système parce que j'ai été à l'école. Donc, vous voyez, il y a des échelons. La région n'est pas toujours le bon échelon. Par contre, je ne sais pas dans quelle mesure les régions, je ne pense pas qu'en France ça soit le cas, c'est un peu le cas en Allemagne parce que les Länder sont plus puissants que les régions chez nous. Je ne sais pas dans quelle mesure les régions peuvent faire la pression sur le gouvernement. C'est raté ça. Ok, bon bah c'est raté. Voilà. C'est le contraire. Donc vous pouvez agir au niveau de la Bretagne sur là où vous avez la main, vous avez vraiment la main, c'est au niveau des politiques d'aménagement du territoire. Mais ça, c'est un facteur très important parce qu'en fait, ça vous permet d'agir sur la construction, sur la mobilité. C'est quand même des facteurs importants et peut-être qui pourraient être des facteurs qui pourraient déclencher une réflexion si c'est bien fait, parce qu'en fait les citoyens, ça fait partie de la vie de tous les jours des citoyens, la mobilité ou le logement, vous voyez, ou l'accès aux services par exemple. Tout ce qu'on parle, moi à l'époque je ne m'intéressais pas moi je viens plutôt de l'efficacité énergétique dans le bâtiment, moi j'étais très techno, hein. C'est juste que j'ai compris le 0 et 1, c'était pas ça le monde, quoi. J'ai détesté mon cerveau quand j'ai compris que c'était tout ce que je pouvais produire. Donc je suis allée à l'école des hautes études en sciences sociales pour rééquilibrer un petit peu ma tête, parce qu'avant j'étais formée à l'école militaire, j'étais déséquilibrée. Et donc, du coup, pour revenir à la question le logement et la mobilité, ce sont deux paramètres très importants qui touchent au quotidien de tout le monde. Et moi, à l'époque, quand j'entendais les gens parler le désert médical, le désert, les postes qui ferment, les écoles qui ferment, les crèches qui ferment. Moi, avant, j'habitais Alger, puis après, j'ai habité Paris. Donc, moi, j'ai pas connu de désert. Je savais même pas, j'arrivais pas à comprendre pourquoi ils utilisaient le mot désert. Mais en fait, les politiques locales peuvent agir pour éviter ce genre de choses par les politiques d'aménagement du territoire. Après, peut-être qu'il y a des batailles à mener avec l'échelon national. Ça, je connais moins bien. Je connais plus les batailles entre l'échelon national et l'échelon européen que l'échelon régional. Et surtout que moi, je connais mieux Paris que le reste de la France, donc sur le plan politique. Voilà. Mais ça peut... moi, je pense qu'il faut qu'on trouve le moyen de faire mousse, quoi. Vous pouvez faire mousse, ce que vous faites à votre agence locale, si vous arrivez à faire la région. Si on arrive à faire bouger une grande région de France, ça serait bien. Sachez juste une chose, en fait, au niveau européen, la France compte. Donc, contrairement à ce qu'on nous raconte, quand on est au niveau européen et on dit « dans mon pays, je suis française, dans mon pays, c'est comme ça, c'est ça qu'on a tenté », les gens vous écoutent. Et au niveau international aussi, ça compte. Même si on n'est pas une puissance, au niveau international, on utilise plutôt l'étiquette européenne, on compte plus comme européen que comme français, mais ça compte dans le débat. Donc du coup, si vous arrivez à faire bouger votre région, ça comptera dans le changement. Oui, bonjour, merci encore pour votre conférence. Moi, je suis simple citoyen. J'ai juste une petite question. On a commencé cette conférence par un petit débat sur des mots. Vous avez demandé à qu'on jette sur l'écran des mots qui définissent la sobriété. Et à la fin du débat, de la conférence, on a pris les mots méchants, on les a jetés. On a gardé les mots gentils. Sauf que vous parlez
que c'est un problème politique, qu'il faut convaincre les gens de voter comme il faut. Pour ça, il faut aller voir qui sont ceux qui sont en frein. Et ceux qui sont en frein ne sont pas forcément les ultra-riches qui ont des jets. Eux, forcément, ils vont l'être. Mais on trouve parmi nos voisins, nos amis, des tas de gens qui sont en frein, qui sont des gens lambda, qui aiment bien regarder leurs séries Netflix à gogo et compagnie, qui, quand on leur parle de sobriété ou en cherchant des périphrases, ils vont être un petit peu contre. On a besoin pourtant d'obtenir une majorité pour pouvoir voter effectivement. Donc déjà, il faut que les gens y votent. Il faut qu'ils votent dans le bon sens pour ça. Malheureusement, les mots méchants, ils n'incitent pas à ces personnes-là à aller dans le sens qu'on veut. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous avez pu croiser dans vos conférences qui pourrait nous donner une façon de porter ça de façon positive pour que finalement ça commence à changer auprès des gens, des vulgum pecus que nous sommes tous. Ici, on est tous convaincus, mais c'est facile de parler entre convaincus. Voilà. Alors, merci beaucoup pour votre question. En fait, moi, je ne dis pas que les mots sont gentils, les autres mots sont méchants. C'est juste qu'il y a des mots qui ne conviennent pas, qu'on a en tête, ce à quoi la sobriété. C'est pour ça que je fais cet exercice-là. Surtout en France, on peut le faire parce que c'est débattu chez nous. Je ne peux pas faire le même exercice en Allemagne, par exemple, ou en Grande-Bretagne. C'est impossible à faire, cet exercice-là. On peut le faire uniquement en France, un petit peu maintenant en Suisse et peut-être dans la Belgique francophone. Alors après, pourquoi est-ce qu'on en est là? Donc ça, c'est quelque chose qu'on a regardé. Donc dès qu'il y a eu les premiers signes, dès que les énergies fossiles ont compris que les énergies fossiles allaient conduire vers l'augmentation de la température et puis des dégâts, etc., il y a eu en parallèle toute une littérature, enfin une branche scientifique qui s'est créée, c'est ce qu'on appelle behavior economics, donc l'économie du changement de comportement. Et donc nos politiques se sont jetés là-dessus. En fait, les industriels, ils ont vendu à nos politiques que c'était les individus pris séparément. Et ça, c'est vraiment, c'est une stratégie divisée pour mieux régner, quoi. Et c'est vraiment réfléchi. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui fait sa thèse aux États-Unis qui est en train de rassembler tous ces bouts-là ensemble. Et donc, on voit que ça a été réfléchi par des gens qui voyaient très loin pour leurs intérêts. C'était pas, ils s'en foutent un peu de la planète, ces gens-là, c'est juste pour gagner plus de fric. Et donc, du coup, il y a eu cette behavior economics, c'est diffusé dans les politiques. Et j'ai retrouvé, il y a un article qui est très bien, c'est Behaviorization of European Policies. Et lui, il remonte un petit peu loin dans l'histoire et il dit, contrairement aux crises précédentes, par exemple la grande crise que nous on a eue, c'est quand même la Deuxième Guerre mondiale qui a marqué, moi j'ai pas connu ça, mais c'est quelque chose qui m'a marqué, j'ai beaucoup lu là-dessus, etc. Et donc, à ce moment-là, il n'y avait pas cette behaviorization. Mais après, les crises qui sont venues plus tard, qui sont moins graves que la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, à chaque fois qu'il y a une crise, par exemple, il décrit la crise de 2008-2009, et bien là, ils se sont infiltrés là-dedans. Et donc, et ça commence, c'est les individus qui doivent changer le comportement. C'est pour ça, si vous regardez le discours, moi j'analyse beaucoup les discours politiques, et donc le discours d'Emmanuel Macron en septembre l'année dernière à la rentrée, quand il parle de sobriété, il en parle d'un point de vue philosophique. Et je pense que d'un point de vue philosophique, il a dû saisir ce qu'il y a derrière. Et puis après, ce que le gouvernement a fait, vous regardez les plans sobriété, c'est l'injonction, vous, individus, vous faites ça. Alors, c'est ça qui a créé la situation actuelle. Et donc, ce n'est pas... c'est pour ça que moi, je cite toujours l'exemple du jet privé, parce que le jet privé, je sais que ce n'est pas tout le monde qui a un jet privé. Mais par contre, je n'aime pas l'exemple, par exemple, des piscines. Parce que les piscines, par exemple, il y a beaucoup de gens ordinaires, on va dire des citoyens, classe moyenne, qui ont des piscines parce qu'ils ont été encouragés par les politiques d'aménagement du territoire et parce que c'était vendu comme étant quelque chose de bien. On nous a vendu un faux rêve, en vérité. Et donc, j'aime pas l'exemple des piscines parce que tout de suite, je tombe dans ce schéma-là. Par contre, l'exemple du jet privé, c'est l'ultra riche et nous, on n'a pas de jet privé. Et pour sortir de ça, il y a tout un travail à faire, d'aller vers les citoyens, d'expliquer. Et c'est pour ça que je reprends ce graphe-là du GIEC que je trouve très bien, pour leur dire, regardez là, votre enfant, votre petit-fils n'aura pas 70 ans. C'est impossible. Sauf si, il faut remettre des choses, il faut remettre en question beaucoup de choses. Vous voyez? Et donc ça, c'est un travail à faire. Il y a certaines associations qui font ça, c'est pas assez, c'est pas suffisant ce qui est fait.
Il n'y a pas vraiment de moyens publics pour faire ça, mais pour des raisons évidentes, parce que ça va à l'encontre de la stratégie actuelle. Et puis, en France, en ce moment, et en Europe, on est coincé dans... Nos démocraties sont en crise, en vérité. Partout, là, la droite est en train de reprendre toute l'Europe. Nous, on risque d'avoir l'extrême droite. Donc, du coup, on ne va plus débattre de ces choses-là si on a un débat pour... à chaque fois qu'on se retrouve dans la situation où on va voter contre l'extrême droite, on ne débat pas du fond, en fait. On est coincé parce que nos démocraties sont en crise. Mais on vit une véritable crise de la démocratie, en fait. Et la crise écologique ne fera qu'accentuer et montrer cette crise-là. Et c'est pour ça que moi, je pense que c'est vraiment... il faudrait qu'on arrive, nous, citoyens lambda, qu'on se saisisse de la chose comme étant une question de démocratie. Sortir de la crise climatique ou éviter la crise climatique, éviter la catastrophe climatique, c'est en vérité une façon de sauver nos démocraties. Ça ne pourra se faire que si on arrive à sauver nos démocraties qui sont en bas, quoi. Et ça ne viendra pas des régimes autoritaires. Parce qu'il y a aussi un débat dans la littérature où on dit... et je reprends encore, c'est pour ça que je prends souvent l'exemple du jet privé et pas celui des piscines, parce que interdire le jet privé... Je pense que tous les citoyens, si je leur expliquais qu'ils voyageaient en jet privé, personne ne serait pour, quoi. Enfin, personne ne s'opposerait à l'interdiction de jet privé. Pourquoi? Parce que, en fait, on est dans une logique. Moi, je pense que le capitalisme rend les gens plus individualistes. Et on a poussé, avec le néolibéralisme, l'individualisme à l'extrême. Et donc, on se retrouve. On n'est plus dans lorsque vous lisez, par exemple, quand on a eu le Front populaire en France, etc., il n'y a plus cette mayonnaise-là, elle n'est pas là. Enfin, moi, je ne l'ai jamais vécue, cette mayonnaise. Je l'ai lue dans les livres, c'est tout. Mais il faudrait qu'on arrive à la créer pour la crise écologique. Et c'est ça qui sauvera nos démocraties. Il faudra une autre gouvernance. Par exemple, quand il y a eu la Convention française citoyenne pour le climat, ça a été une très bonne initiative, même si le cadre d'un point de vue climat était très mauvais, parce que c'était par rapport à des objectifs climatiques qui étaient déjà dépassés, en fait. Mais c'était une très bonne initiative pour voir jusqu'où on peut aller. Moi, je fais partie des gens qui ne croient pas trop qu'on peut changer un système de l'intérieur. Je pense qu'il faut faire quelque chose à l'extérieur. Mais je suis plutôt minoritaire. Et donc, la plupart de mes collègues pensent qu'on peut changer quelque chose. Donc, quand il y a eu la convention, tout le monde me disait, mais tu vois, c'est ça, en fait, les citoyens... Et quelque part, je vais vous dire quelque chose d'un peu qui ne plaît pas trop, quelque part, j'étais contente que Emmanuel Macron donne un coup de pied à la Convention citoyenne pour le climat. Pourquoi? Parce que ça m'a donné raison, moi qui disais qu'on ne pouvait pas faire confiance. Alors que la plupart de mes... Je sais, c'est un peu cynique ce que je dis, mais en fait, ça, normalement, c'est une leçon. Normalement, c'est une gifle. Parce que suite à ça, en tout cas dans le milieu des scientifiques qui travaillent sur la question de la gouvernance, suite à la gifle qu'on a eue d'Emmanuel Macron, au fond de moi, j'espérais qu'ils n'ont pas la gifle, mais en même temps, j'avais envie que ça échoue pour que ma théorie marche. Mais bon, j'aurais aimé que ma théorie ne marche pas au fond, mais bref. Le truc, c'est que ça, c'est une preuve que dans le système actuel, ça ne peut pas fonctionner. Mais je pense quand même que si on arrivait à avoir une convention, moi je dirais une convention pour la vie, pas une convention pour le climat, au niveau européen, et qui aurait un pouvoir. Ce n'est pas prévu dans le traité européen. Donc il faudra trouver le moyen de l'imposer. Si on arrive à faire une convention, parce que là on est fort, on est vraiment fort quand on est européen. L'échelle européenne, c'est vraiment une force, les gens ne se rendent pas compte. Mais c'est la seule force que nous avons et la seule opportunité que nous avons de sortie de crise. À ce moment-là, et qu'on impose, parce que le processus de prise de décision politique au niveau européen est très différent du processus français, donc il y a une opportunité là-bas de pouvoir imposer le changement par l'Union européenne. Mais pour ça, il faut travailler dur. J'ai pas vraiment de réponse. Je suis désolée. J'ai pas de réponse. Il n'y a pas de réponse dans la littérature scientifique. Hein. Il n'y a pas de réponse. Pas encore. Voilà. Bonjour. Donc, moi, je suis un chercheur en sciences politiques qui travaille sur la régulation des industries. Ouais. Et on sait que on connaît des industries qui polluent le plus, qui contribuent le plus au climat. On a parlé de l'agriculture, on a parlé du bâtiment aussi. Et on sait aussi, du moins en théorie, que si on les régulait plus strictement, on pourrait avoir des effets très importants. Donc, vous qui êtes spécialiste du bâtiment, par rapport à ce qui a été fait depuis le Grenelle, il y a eu des choses qui ont été faites, mais
clairement pas assez. Qu'est-ce qui, d'après vous, pourrait nous mettre sur un chemin de sobriété dans le secteur du bâtiment, que ce soit le bâtiment neuf ou le bâtiment rénové? Alors, je reviens là, je fais le lien avec la Convention citoyenne pour le climat. Je fais partie des personnes qui ont toujours défendu l'idée que la rénovation énergétique ne pourrait se faire que si elle est obligatoire. Mais ça, à chaque fois que je la défends, on me dit c'est l'Union soviétique. Bon, comme j'ai quand même la casquette algérienne, donc les gens me disent c'était l'Union soviétique. Bon, alors du coup, j'ai essayé de la défendre autrement, j'ai essayé de la faire à la façon anglo-saxonne. Il se trouve que la Convention, jusqu'à ce que la Convention citoyenne pour le climat vienne, ça fait partie des recommandations de la Convention citoyenne pour le climat. Et moi, je savais depuis un certain temps, parce que j'avais eu l'opportunité de participer à des réunions, débats en comité réduit avec des citoyens sur la question de la rénovation. Et lorsque vous expliquez à un citoyen lambda, le citoyen lambda, moi, je ne suis pas plus intelligente que le citoyen lambda. La différence entre moi et le citoyen lambda, c'est que moi, j'ai été formée, j'ai des outils qui me permettent de comprendre plus facilement les politiques. C'est la seule différence. Donc, si moi, on va supposer que je suis bien formée et que je suis suffisamment intelligente pour transmettre ce que j'ai appris, parce que ça, c'est pas évident, en fait, de transmettre, lorsque vous expliquez bien aux citoyens lambda la situation, ben moi, quand je m'amenais avec mon idée de rénovation obligatoire, ça venait en vérité de débats mal organisés. C'était pas une convention citoyenne, c'est des débats auxquels je participe de temps en temps. Et là, je me suis dit, donc ça peut prendre. Et quand il y a eu la Convention citoyenne pour le climat, j'étais très heureuse de voir cette recommandation qui venait d'eux, parce que cette recommandation-là, elle n'est pas entendable par nos décideurs, que ce soit à Paris ou à Bruxelles. Mais pourquoi elle n'est pas entendable? Donc, du coup, j'ai essayé de regarder pourquoi elle n'est pas entendable. Parce que, d'abord, eux, ils ne parlent pas aux citoyens. Ça, c'est la première chose. Ils ne parlent pas aux citoyens. Le seul moment où nos décideurs s'intéressent à nous, citoyens, c'est la période électorale. C'est tout. Et puis après, ils ne s'intéressent plus à nous. Et donc, ils sont complètement détachés. Mais ils parlent tout le temps à l'industrie. Et l'industrie ne veut pas de l'obligation de rénovation. Moi, je pensais que la première fois que j'avais eu l'idée, en fait, j'avais amené cette idée-là à l'industrie qui travaille sur la directive bâtiment au niveau de l'Union. Parce que moi, naïvement, je pensais, et j'ai fait plein de calculs économiques, etc., mais c'est un business incroyable. Et j'ai pensé que c'est eux qui vont la défendre. Eh bien, c'est eux qui m'ont traité de communiste. Je suis tombée des nues parce qu'en fait, les calculs que j'avais faits n'étaient pas du tout communistes en vérité. C'était des calculs très libéraux, qui conviennent à un libéral. Et pourquoi? Parce que cette industrie-là, elle ne s'est pas modernisée. Donc après, il a fallu puiser, regarder derrière. Donc cette industrie-là, elle n'est pas prête pour faire de la rénovation, en vérité. Elle peut faire que du bricolage. Et donc, elle souffle dans l'oreille des décideurs que le citoyen, encore l'individu, c'est tout ce qu'il va accepter. Et à partir de 2016, j'ai travaillé à la Commission européenne, au centre de recherche de la Commission européenne, et quand j'étais là-bas, j'ai travaillé sur un rapport important sur le bâtiment. Et là-bas, travailler au centre de recherche, c'est bien d'avoir cette expérience-là parce que ça vous aide à comprendre tous les mécanismes de politique européens, de décision politique. Et donc là, j'avais fait la démonstration qu'il fallait passer par l'obligation de rénovation. D'abord, le mot n'apparaissait pas dans le rapport. À cette époque-là, je ne me battais pas encore pour que mes mots apparaissent dans les rapports. J'ai changé depuis. Mais par contre, j'ai eu beaucoup de contacts avec l'industrie. Et donc, cette industrie-là, elle n'est pas prête. Donc, ils inventent des arguments qui sont entendables par nos politiques. Mais il ne faut pas oublier que nos politiques, ce sont des citoyens comme nous, qui ont été formés dans les mêmes écoles comme nous, donc qui ont été pollués par la logique néolibérale comme nous. Mais eux, comme ils sont politiques, ils ne font pas l'effort de sortir de ça. Et du coup, on n'y arrive pas, enfin, on ne va pas vers l'obligation, on est encore en train de bricoler. Tout ce qu'on a fait depuis le Grenelle, avant le Grenelle, la France était très en retard par rapport à l'Allemagne sur le marché de la rénovation. Donc avant, dans les réunions européennes, l'Allemagne, dès début des années 2000, ils ont mis en place un gros programme de rénovation. On l'appelle le KfW, c'est l'équivalent de la Caisse des dépôts chez nous, plus ou moins l'équivalent. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais on va dire que c'est la Caisse des dépôts allemande. Et ils ont mis en place un programme qui était ambitieux, qui disait que si vous faites une rénovation complète et que vous atteignez le niveau le plus performant à cette époque-là en Allemagne, donc vous êtes financé. Et c'est uniquement dans ce cas-là que vous êtes financé. Et sinon, vous n'êtes pas financé pour les autres cas. Et bien, ce programme-là n'a pas eu beaucoup de succès. Mais ils ont fait des erreurs dans la gestion du programme. C'est la KfW qui décidait de tout,
la KfW étant une banque, le succès d'une banque, c'est quand elle arrive à prêter de l'argent, même si c'est à taux zéro, parce que c'est l'État qui paye derrière, etc. Et donc, comme c'était un échec d'un point de vue banquier, financier, donc ils ont revu le programme, et au lieu de faire les prêts uniquement pour des rénovations complètes et performantes, ils ont fait des prêts pour des rénovations étape par étape, etc. Et après, c'est devenu un succès, parce que d'un point de vue banquier, c'est un succès si vous avez tant de personnes qui acceptent de prendre le prêt. Et puis après, la France, donc pendant toute cette période-là, nous, on était complètement absents, on n'était pas du tout, c'était pas dans le radar de nos politiques. Il y a eu le Grenelle et puis on a commencé à mettre en place les politiques. Aujourd'hui, j'avais comparé en 2016, la France a mis en place tout ce qui est considéré comme bonne pratique. L'un de mes jobs, moi, au quotidien, c'est de regarder ce qui se fait ailleurs, quelles sont les bonnes pratiques, de les analyser, d'analyser toutes les pratiques politiques et puis de ramener ce qui est bon au niveau européen. Donc, en fait, la France a mis en place tout ce qui est bonne pratique. Sauf que toutes ces bonnes pratiques-là sont basées sur une logique individualiste, une logique de marché, une logique de continuation pour ces entreprises-là. Et donc, ce sont de très mauvaises pratiques pour nous, citoyens, et pour le climat. C'est ça qui s'est passé. Et là, ce qui est... je devrais écrire là-dessus. En fait, le marché, d'un point de vue sobriété, d'un point de vue climat et d'un point de vue biodiversité, en France et en Europe, on ne devrait pratiquement plus... On n'a pas vraiment besoin de construire de nouveaux mètres carrés. Et donc, je parle de nouveaux mètres carrés construits. Pourquoi? Parce qu'on a suffisamment construit, on a même trop construit parfois. Mais on a mal construit. On a construit dans des endroits pas desservis par les transports en commun. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur d'aménagement du territoire, mais qui est liée, c'est pour ça que je dis, il faut regarder le lien avec le national, qui est liée, par exemple, à la loi de défiscalisation. Peut-être que certains d'entre vous, moi, ma banque, elle me propose tout le temps, la classe moyenne, on est tout le temps harcelé pour aller défiscaliser, investir dans un logement d'Eurobien ou quelque chose comme ça, dans un endroit que vous ne connaissez pas du tout, sur plan, vous regardez, vous investissez. Ça, c'est une erreur grave. Mais ça, c'est une erreur qui vient au niveau national. Et puis après, elle a des impacts au niveau régional. Et le président de la République, mais en même temps, si je prends le cas de la France, eh ben, on manque de logements. Il y a des gens qui ne sont... C'est pas qu'on manque de logements, on a des sans-logements. Vous voyez? Donc, on a beaucoup de mètres carrés qui sont construits, qui ne sont pas utilisés. Dans le travail qu'a fait l'ADEME a montré que dans le résidentiel, il y a au moins 8% de logements qui ne sont pas du tout utilisés et 8% qui sont sous-utilisés. Et ça, rien que par la pyramide des âges, ça va devenir, parce qu'en général, ce sont des résidences secondaires. Ceux qui ont des résidences secondaires, c'est plutôt la génération de ma mère. Bon, maintenant, ils peuvent conduire, mais quand ils auront 80 ans ou 90 ans, ces gens-là, ils ne pourront plus conduire, donc ils ne pourront plus avoir leur appart à Paris et aller à la résidence secondaire, je ne sais pas où elle se trouve. Et donc ça va être des mètres carrés qui vont rester comme ça, qui sont déjà construits et qui ne sont pas utilisés. Et la semaine dernière ou la semaine d'avant, le président de la République a dit qu'il allait lancer un grand plan de construction de logements, parce qu'on manque de logements. Et il a dit, je vais revoir à la baisse la réglementation pour faciliter la construction de logements. Ça, c'est typiquement le discours de l'industrie. Et en fait, c'est complètement à l'encontre des politiques de sobriété et les politiques de protection de la biodiversité et la loi climat-résilience, par exemple, parce que si vous construisez plus, vous artificialisez plus de sol, vous augmentez le risque climatique, la perte de biodiversité, etc. Mais l'industrie est très, très bien organisée. Là, peut-être qu'on va faire un travail. En vérité, on peut résoudre la crise climatique assez facilement aussi. Pourquoi? Parce que dans chaque secteur, tous les secteurs de l'économie mondiale sont tenus par maximum 10 entreprises. Il suffit de reprendre le pouvoir sur ces 10 entreprises-là. Dans tous les secteurs, quel que soit le secteur que vous regardez. Et donc, mais ce sont 10 entreprises à chaque fois. Donc, si vous prenez tous les secteurs, ça fait quand même beaucoup d'entreprises. Et ce sont des entreprises qui le pouvoir du lobbying. Et c'est pour ça que dans notre rapport, cette fois-ci, on mentionne le mot lobbying. C'est une première fois. Ça n'avait jamais été mentionné auparavant. Et ce n'était pas évident aussi à mentionner. Hein. Les collègues ont dû se battre. Ce n'était pas mon combat, ça, mais... Oui, moi, je pense qu'il faut réguler. Moi, je pense qu'il faut reprendre le contrôle sur les entreprises, parce que les entreprises qui produisent du changement climatique, ce sont des entreprises climaticides. Et il faut inverser. Il y a un article qui est sorti la semaine dernière qui est très bien. Et en fait, il calcule
le niveau de climaticité des entreprises, mais il fait le calcul uniquement pour les énergies fossiles. Et donc, il les classe par leur contribution en fait, au changement climatique. Donc, il faut inverser tout ça. Mais ça encore, c'est une question que nous, citoyens, on reprenne le pouvoir. Parce que ces entreprises-là, elles opèrent dans les pays riches. Enfin, elles viennent toutes des pays riches. Hein. Il y en a, par exemple, dans cet article-là, la seule entreprise qui ne vient pas d'un pays riche, c'est l'entreprise du pétrole de l'Arabie Saoudite. Mais bon, on a un pays là-bas, on peut reprendre le contrôle ailleurs. Enfin, il y a d'autres moyens, je pense, de reprendre le contrôle sur une entreprise en Arabie Saoudite. Vous voyez? Mais la régulation, ça ne passe pas. La régulation de l'industrie, ça ne passe pas dans le débat. Les politiques ne veulent pas entendre parler de ça. Il faut qu'on l'impose. Oui, bonsoir. Je voulais rebondir par rapport à ce que disait le monsieur un peu plus bas. Là. Moi, je suis travailleuse sociale, je suis éducatrice de jeunes enfants. Vous m'avez un peu coupé le sifflet quand vous avez évoqué le sujet des tout-petits. Je suis toute la journée avec des tout-petits. Et en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on a une espérance assez courte, en fait. C'est ça que vous êtes en train de nous dire ce soir. Ouais. À l'inverse de ce que vous dites, je pense qu'on fonctionne pas sur sur les choses positives, on fonctionne sur la peur. Cet hiver, on a tous réduit notre gaz, on avait peur de ne pas en avoir avec Poutine. Et on a effectivement réduit le chauffage. Et je pense qu'il y a une demoiselle, je crois que son nom de famille c'est Étienne, et qui essaye de persuader Camille Étienne, voilà, de persuader le public de faire attention à les alertes. Et elle dit qu'on fonctionne sur la peur, mais c'est la vérité, on fonctionne sur la peur. Et je pense que c'est plutôt ça qu'il faudra arriver à faire. Je suis pas Cyril Hanouna, enfin je suis pas trop pour des émissions comme ça, mais je pense que c'est plutôt par des biais comme ça qu'on arrivera peut-être à sensibiliser le monde en général. Là, vous êtes tous des spécialistes. C'est pas monsieur et madame tout le monde qui sont ici ce soir. Dans le papier, on demande comment est-ce qu'on est là. Moi, je prends la presse. Il y a plein de gens qui prennent pas la presse. Vous avez des étudiants. Il y a plein de jeunes qui font pas d'études, qui sont pas là. Il y a plein de parents qui se sentent pas concernés. Je suis avec des parents qui se sentent pas concernés. Je marche dans la rue, je vois des tonnes de mégots par terre, je vois des tonnes de déchets par terre, je vois des parents qui fument dans la voiture avec des gamins qui jettent leurs mégots par terre. Enfin, j'ai été élevée ma mère vous parlez de votre mère, ma mère est plus vieille, je suis beaucoup plus âgée aussi. Moi, j'ai été élevée, elle a vécu la guerre et elle nous a élevés avec l'idée de la guerre. Éteindre les lumières, ne pas jeter la nourriture, ne pas faire mal aux animaux. Enfin, je sais pas, excusez-moi, je suis émue. Votre histoire d'enfant m'a vraiment choquée ce soir. Je travaille qu'avec des enfants, franchement, ça m'a perturbée. Et je pense que c'est ça qu'il faudra arriver à faire, c'est-à-dire à perturber les gens. Vous parlez des élections, plus personne ne vote, mais c'est terrifiant. Les gens ne se sentent pas concernés. On a l'impression qu'on est dans autre chose. Excusez-moi, je vais mobiliser un peu la parole. Quand j'étais jeune, il y avait un feuilleton qui s'appelait L'âge de cristal. Personne n'a dû voir ça quand j'étais jeune. C'était à partir de 30 ans, on tuait les gens. Parce que la planète sur laquelle on était dans le feuilleton n'était pas en mesure de permettre aux gens de survivre. Il y avait des films, c'était... comment c'était le film où il y avait plus de nourriture, on s'auto-mangeait. Voilà. Donc ça parle. Et j'ai l'impression qu'on va vers ça. Il y a un film qui est passé il y a pas longtemps au cinéma que je n'ai pas vu, je regrette, avec Jennifer Lawrence, où il y a une planète qui arrive, qui va exploser la Terre et tout le monde rit. Mais là, on est dans ça. Et les gens ne rient pas, mais les gens ne se rendent pas compte. Là, vous m'avez carrément affolée, ce soir. Non, pas dormir. Non, mais c'est vrai. Enfin, si vous êtes clair, vous nous donnez combien de temps? Parce qu'à un moment, vous parliez de votre fils. Mais c'est vrai, quand vous avez dit que vous demandiez si votre fils à 10 ans verrait des études, mais enfin, ouais. Non. Moi, je sais pas. Moi, je suis pas psychologue. Hein. Moi, je suis ingénieur. Moi, je comprends les chiffres plus que les émotions. Je sais plutôt analyser les chiffres que les émotions. Moi, je pense que ce qu'il faudrait, c'est dire la vérité aux gens. Il faudrait que cette vérité-là arrive dans l'oreille de tous. Et quand elle arrivera dans l'oreille de tous, on reste quand même une démocratie, donc on agira. Moi, quand j'ai vu l'action qu'il y a eu quand on a eu le Covid, là, parce que j'ai toujours pensé que le jour où il y aurait une prise de conscience réelle, ils agiront. Et tout le monde me disait, mais c'est impossible, tu ne peux pas faire bouger pour toutes les barrières là dont vous parlez. Et puis, il y a eu le Covid. Et comment est-ce qu'ils se sont mobilisés pour le Covid ? Là, on ne nous a pas dit qu'il n'y avait pas d'argent, on ne nous a pas parlé de la dette. Non, on ne nous a pas parlé de tout ça. Et pourtant, on entend tout ça quand l'autre jour, Emmanuel Macron avait dit il faut faire une pause sur les politiques environnementales européennes. Les politiques environnementales en France, elles sont toutes européennes.
Donc, si on fait une pause au niveau européen, ça veut dire, et si la France demande une pause, à Bruxelles, ça a été très, très mal reçu, ça. Ça veut dire qu'il y aura une pause, parce que la France est le deuxième pays le plus important de l'Union européenne. Donc, vous voyez, moi je ne cherche pas à faire peur aux gens, mais moi, je pense que mon rôle est de dire la vérité aux gens. Et après, moi, je ne sais pas comment faire pour mobiliser. Moi, je crois que la démocratie est le seul modèle, avec tous les défauts que les démocraties ont, c'est le seul modèle qui pourra nous sauver. Je ne crois pas du tout à une dictature qui viendrait décider de tout. Et du coup, mais je ne sais pas comment mobiliser les gens. La seule chose que je peux faire, c'est quand je suis invitée à des conférences comme ça, ben moi, je dis la vérité. Et j'aime bien ce graphe-là parce qu'il représente mon histoire, mais l'histoire de tout le monde. Bien, il y avait. Est-ce qu'on prend une dernière question? Allez, une dernière question, mais je pense qu'on va devoir conclure ensuite. Oui, merci. Juste pour partir sur des visions optimistes et constructives, j'en doute pas, mais je sais pas, il y a une personne qui a parlé de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération. Je trouve que déjà le mot coopération, c'est un mot fort et positif. Ouais. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est. Vous avez dit ça, c'est bien. Il faut faire mousse autour de ça. Vous nous avez dit c'est bien. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est que l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Alors peut-être qu'on peut en savoir plus. Comme ça, on va partir chez nous avec des idées positives. Ben, moi, je vous invite à prendre contact avec madame. Et la dame va venir former les gens. Et vous faites mousse ici. Puis après, vous répandez ça en France. Et puis, on emmènera ça à Bruxelles. Voilà. À vous, c'est à vous. Hein. La réponse, c'est qu'en fait, donc vous pouvez déjà regarder sur Internet économie de la fonctionnalité et de la coopération. C'est un vrai courant économique développé par des chercheurs français. C'est aussi de plus en plus testé sur l'OFCE. Et ça consiste clairement en un déformatage de l'économie libérale qui est dans notre tête. On est tous formatés, même si on n'aime pas, hein, on réfléchit tous comme ça. Et les premiers temps, enfin, on espère vraiment, on est financé là par 2 programmes de l'ADEME pour développer ce sujet-là et le tester sur l'Orient Anglo. Ça fait 2 ans qu'on le fait. Et c'est assez à la fois rigolo et flippant, c'est que quand on commence à parler d'économie de la fonctionnalité et de la coopération à n'importe qui, c'est ton truc, il est fumeux, ça veut rien dire. On est complètement conditionné par des concepts libéraux qui n'existent pas. L'humain n'est pas rationnel, la concurrence n'est pas libre et parfaite, et je peux vous faire toutes les conditions comme ça. Ça, c'est des fausses conditions, mais par contre, on les a ancrées en nous. Et quand on commence à parler besoin fondamental, coopération plutôt que concurrence, bah là, c'est soit t'es rêveur, soit t'es un petit peu attardé mental. Et c'est vraiment un déformatage à faire. Et d'ailleurs, quand les économistes viennent nous parler de ça, ils font ça avec les chefs d'entreprise, ils appellent ça des sas de déformation. Et voilà. Et avec plaisir, à l'ON, n'hésitez pas à dire à tous ceux que vous rencontrez, il faut que le territoire de l'Orient Anglo s'engage sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Merci beaucoup, je pense qu'on peut l'applaudir. Et donc, je pense qu'on va peut-être arrêter là et puis se dire qu'on a des chemins vers les solutions et que ces chemins même se mettent en œuvre sur le territoire. Et donc ça, c'est un point positif. Je ne sais pas, est-ce que tu souhaites nous dire un petit mot pour conclure, Yamina ou... Moi, je reviendrai. Je crois que la solution, elle viendra des citoyens dans les grandes démocraties. Donc en vérité, la solution, elle est entre nos mains, nous. On ne sait pas comment faire pour organiser ça. Ce que vous faitte, c'est déjà un début. Mais à chaque fois que vous essayez de changer ça, c'est super, super challenging parce qu'en fait, on a été formaté. Je ne suis pas la seule génération. Il y a au moins 3 générations, à partir de la génération de ma mère, à partir de ceux qui sont nés après la Seconde Guerre. C'est un formatage. Donc en fait, il faut, ce que vous faites là, déformater les gens. Seulement, il faut faire vite. Ce que vous faites, c'est à une échelle très réduite. Et moi, je vois l'élection européenne comme une opportunité parce que vous allez peut-être arriver à faire des choses chez vous, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ça qui va nous éviter le 3 degrés en France. Il faudrait qu'on arrive à faire ça au niveau européen parce que si on arrive à le faire au niveau européen, l'Europe compte au niveau international. On arrivera à l'imposer au niveau international.
Donc moi, je crois encore en l'humain et je crois encore en la démocratie pour nous sauver.